Bonjour à tous. Une violente attaque meurtrière a été perpétrée en Galim, dans la région de l'Ouest. 4 soldats camerounais sont tombés sur le champ d'honneur. Ils ont combattu contre des assaillants armés. Selon le préfet des Bamboutos, c'est une attaque terroriste attribuée aux séparatistes anglophones. Les autorités administratives ont réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Les responsables administratifs dans la région de l'Ouest ont également prôné le dialogue et appelé à la fin des violences dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, 2 régions en guerre depuis près de 4 ans. Et cette attaque terroriste intervient 5 mois après la mise en place des conseils régionaux et House of Chiefs, des institutions censées répondre aux préoccupations spécifiques des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en termes de développement local. Seulement, l'inertie dicte sa loi. Le président de la House of Chiefs, la chambre des chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest, révèle qu'aucune action de terrain n'a été menée jusqu'ici. Ces conseillers régionaux et représentants du commandement traditionnel sont confrontés à l'absence criarde des financements pour faire fonctionner ces collectivités territoriales décentralisées. En plus, ils se plaignent d'avoir reçu des outils de travail configurés uniquement en langue française dans une région d'expression anglaise. Cette léthargie des exécutifs régionaux est observée sur l'ensemble du territoire et suscite des interrogations sur les principaux obstacles à la décentralisation et ses conséquences sur la gouvernance locale. Une autre préoccupation très importante pour les Camerounais, ce sont les tensions toujours perceptibles au Tchad voisin. Une vague de contestation a été observée cette semaine dans les rues des principales villes tchadiennes. Des jeunes, femmes, pasteurs, acteurs de la société civile, leaders politiques ont marché pour dénoncer la transition militaire et s'opposer à une transmission dynastique du pouvoir. En réaction, les forces de l'ordre tchadiennes ont tiré à balles réelles sur des manifestants selon l'opposition. Plus de 7 morts enregistrés, une vingtaine de blessés graves et des centaines d'arrestations. Ces images de répression sanglante au Tchad ont choqué la communauté internationale. Emmanuel Macron, président français sous pression des critiques virulentes contre la France, s'est montré embarrassé devant la contestation du conseil militaire tchadien qu'il avait adoubé une semaine plus tôt. Le président français a condamné cette répression, s'est prononcé en faveur d'une transition ouverte aux civils et s'est opposé à un plan de succession. À ses côtés, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, est resté ferme sur le retour rapide à l'ordre constitutionnel au Tchad. Cette évolution dans la position de la France a amené le Conseil militaire tchadien à annoncer un dialogue national inclusif et un gouvernement ouvert à tous les fils et filles du Tchad. Cependant, qu'est-ce qui pourrait justifier cette thèse élaborée autour d'une succession de père en fils à la tête d'une république en violation des principes démocratiques? L'annonce de l'ouverture d'un dialogue national inclusif est-elle la garantie d'une sortie de crise au Tchad? Le rôle trouble de la France dans cette transition militaire est-il un indicateur des relents obscurs d'une France-Afrique pernicieuse? Comment couper ces liens et redresser et redessiner la coopération multilatérale entre les pays africains et la France? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau André Luther Meka. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox. Je suis ravi de participer au débat national et je peux dire que c'est important que le débat national républicain se fasse, surtout lorsqu'il est dépouillé de mauvaises intentions. Et le peuple retiendra que sous la guidance du chef de l'État, chaque Camerounais, de tous les bords, pouvait exprimer, n'est-ce pas, sa liberté d'expression, pouvait, n'est-ce pas, jauger et juger les décisions de ses gouvernants. Et nous pouvons mettre ça à l'actif du président Paul Biya. Donc, je suis honoré de participer une fois de plus
à ce débat et je salue tous les milliers de téléspectateurs, des militants du RDPC et mon parti qui me fait encore l'honneur de le représenter cet après-midi. Vous l'avez dit, André Luther, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le représentant du RDPC, le parti au pouvoir. En face de vous, dans l'émission Droit de réponse, c'est un représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Guy Laurent Kwam. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision, bonjour aux invités avec qui nous allons passer ce moment de partage républicain. Je voudrais ensuite dire bonjour à tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais particulièrement pour suivre dans le siège de M. André Luther-Meka, je voudrais dire bonjour à tous les militants du MRC incarcérés dans les différentes prisons du Cameroun par le RDPC qui est son parti politique qui en même temps refuse absolument que les Camerounais puissent s'exprimer librement. Je voudrais, si vous me le permettez, souhaiter des condoléances à notre ami politique Ewodo qui est incarcéré à la prison de Konengi et qui a perdu son papa que nous allons enterrer évidemment à Evoudola ce mois de mai. Donc bonsoir et merci à tous ceux qui sont sur le plateau avec nous. Je crois qu'il est sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de réponse. Edmond Kamia est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Doufélé. Bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Deux autres panélistes nous ont rejoints ce dimanche. D'abord, l'analyste politique, spécialiste en histoire politique contemporaine, UPCiste également, Serge Soro qui est avec nous. Serge, bonjour. Bonjour, et c'est pas tel que ça commence. Je crois que nous aurons le temps de poser les questions de fond et non les simples questions de superficie et de forme. Je salue vos millions de téléspectateurs. Je m'adresse principalement aux nombreux panafricanistes et aux nombreux nationalistes africains pour évoquer avec eux la mémoire de tous ceux qui avaient posé les jalons d'une véritable indépendance de l'Afrique et du Cameroun. Parce que l'heure est plus, n'est-ce pas, à ce retour aux fondamentaux qu'à des questions de succession ou de remplacement dans des équipes qui nous ont montré depuis 60 ans qu'elles ne peuvent rien apporter. Et nous en parlerons tout à l'heure, Serge Soro. À vos côtés, c'est le maire adjoint, Abou-Foussam Ier, qui a fait le déplacement pour nous rejoindre ici à Douala. Maître Lavoisier Tsapi, cadre militant du SDF. Maître Lavoisier Tsapi, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes. Un bonjour spécial à tous les militants du SDF et surtout à ceux de ces militants qui se battent pour redonner au SDF sa véritable image dans la lutte pour la liberté et pour la démocratie dans notre pays, particulièrement Jean-Michel Dithieu, régional du SDF pour le littoral, qui depuis quelques années se bat pour que le SDF retrouve la place qui est la sienne sur la scène politique camerounaise. Bonjour à tous vos millions, tous les milliers de téléspectateurs qui suivent Equinox Télévision de par le monde. Très content pour moi de retrouver ces débats parce que vous savez, j'ai été absent pendant un temps. Beaucoup de gens m'ont interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez été censuré? C'est pas ça. J'étais malade. J'ai contracté le Covid-19. Et je vous prie de me donner une minute parce que j'ai été sauvé par le remède de Monseigneur Cléda. J'ai pris le protocole de l'État, ça n'a rien donné. Je respirais plus que par la bouche, j'étais à 2 doigts de partir. Alors, nous nous sommes battus, on est tombé sur le remède de Monseigneur Cléda. Ce remède m'a redonné vie après seulement quelques 6-7 heures, après que j'ai pris la première dose. Donc, je puis témoigner que le remède de Monseigneur Cléda est un remède puissant qui soigne effectivement le Covid-19. J'en suis témoin vivant. Et j'ai été étonné que le gouvernement n'ait pris aucune disposition pour vulgariser ce médicament en interne. Même s'il faut s'allumer aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé, je pense que nous faisons tort, nous les Africains, les Camerounais, de négliger nos forces et nos potentialités. Et nous pensons que le gouvernement, il n'est pas tard. Ce remède, je crois qu'il est plus puissant que les vaccins qu'on est en train de nous administrer.
je pense que le gouvernement ferait mieux de vulgariser ce remède. Le blanc ne viendra pas interdire à ce qu'on partage le remède Cléda, qu'on le retrouve dans les pharmacies et dans les hôpitaux publics, on les donne aux gens pour sauver les vies. Parce que voilà un Camerounais qui, avec l'autorisation du pape, parce que le pape a autorisé, ce remède est consommé au Vatican, le pape a autorisé à ce que Monseigneur Cléda le mette sur le marché pour sauver des vies. Et c'est bizarre que le gouvernement camerounais, on a organisé un petit machin là avec le ministère de la Santé et par la suite plus rien. Non, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux et que le gouvernement puisse reconnaître les valeurs nationales, les promouvoir et les amener à faire que nous puissions nous développer. Le cas Monseigneur Cléda est un cas vraiment patent, j'en suis témoin vivant. Et nous sommes très ravis de vous retrouver parmi nous, de savoir que vous êtes en parfaite santé. On a suivi de près votre situation sanitaire et votre prise en charge médicale. Merci à nouveau d'être avec nous. Et je reste avec vous, Maître Lavoisier Tsapi. Vous avez suivi cette évolution de la situation au Tchad voisin, une semaine après la mise en place d'un conseil militaire de transition. Il y a eu une vague de manifestations à l'intérieur de ce pays. Plusieurs milliers de jeunes sont sortis dans les rues pour contester la mise en place d'une transition militaire et dénoncer une transmission dynastique du pouvoir. Comment avez-vous apprécié cette évolution de la situation sociopolitique au Tchad? Ben, je pense que cette situation traduit l'échec de la gouvernance Idriss Déby Itno, parce que si après 30 ans de pouvoir, il n'a pas pu faire asseoir des institutions solides qui puissent résister aux appétits des membres de sa famille, qui puissent résister à l'armée. Le rôle de l'armée dans un pays, ce n'est pas de gouverner. L'armée est là pour défendre le territoire national, les citoyens et leurs biens. L'armée n'a pas vocation à gouverner. Quand vous envoyez quelqu'un se former au métier des armes, ce n'est pas pour venir prendre le pouvoir, c'est pour la politique. Il y a des politiciens qui sont faits pour gouverner, pour administrer le pays. Donc je pense que la situation qui se passe au Tchad, dans un premier temps, c'est l'échec de Déby Itno. Dans un deuxième temps, c'est les manipulations faites par la France. À savoir que les colonies françaises d'Afrique noire francophone sont restés des comptoirs coloniaux. Des comptoirs coloniaux en ce sens que regardez ce qui s'est passé au Gabon. On a remplacé Bongo par le fils. Et Yadema, on l'a remplacé par le fils. C'est des territoires colonisés par la France. Et au Cameroun, de plus en plus, on vous parlait de Franck Biya, comme si c'était un jeu. C'est une bulle d'air qu'on lance comme ça, qui peut devenir une réalité demain. Mais je pense que la France et nous les Africains, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que le Tchad, qui n'a jamais connu que de coups d'État depuis l'indépendance, Félix Maloum renverse François Tombalbaye en 1975. François Tombalbaye est renversé par Ngoukouni Wedei. Puis vient Hissène Habré. Puis vient Idriss Déby Itno. Puis vient un coup d'État, son fils. Le Tchad n'a jamais connu de démocratie. Il n'a connu que des coups d'État. Deuxièmement, l'autre leçon qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que nous, les Africains, quand nous sommes au pouvoir, nous faisons des textes auxquels nous ne croyons pas. C'est-à-dire que nous faisons des constitutions, des constitutions qui ne nous lient pas. Regardez au Cameroun en 2008, le consensus que la tripartite avait assis, à savoir la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats, un consensus national. Paul Biya en 2008 n'a plus eu besoin de ce consensus national pour le balayer et pour s'éterniser au pouvoir. Au Tchad, la constitution que Déby a utilisée 30 ans, elle n'a pas résisté à sa mort. Son fils vient la balayer d'un revers de la main. Il se fait une constitution, il va se faire une constitution qui va lui permettre de perpétrer son pouvoir. Et vous aurez une famille qui gouverne un pays pendant 60 ans. Donc, c'est une honte pour nous les Africains. C'est une honte pour la France. Et je pense que ça nous rappelle, nous qui sommes encore dans la classe des jeunes, qui nous battons pour la liberté, ça nous donne beaucoup plus de travail. Il faut former les Camerounais.
il faut que nous puissions résister Justement, à ce genre de choses. On va en parler tout à l'heure. De manière que nous puissions avoir dans nos États des institutions qui défient le temps et les hommes. On en parlera tout à l'heure. Edmond Kambia, il y a eu cette attitude du président français Emmanuel Macron. Dans un premier temps, il est venu à N'Djamena donner le sentiment qu'il a adoubé le Conseil militaire de transition. Et ensuite, après ces mouvements populaires de contestation de la transition militaire, on a observé une attitude très embarrassée, une attitude d'un président très embarrassé de la France vis-à-vis de ce qui se passe au Tchad. Quel regard portez-vous sur l'attitude du président français et ces mouvements de contestation de la transition militaire au Tchad? Il faut dire que le président français Emmanuel Macron a montré par son changement de position, ou alors par la révision de la position qu'il a adoptée dans son discours à N'Djamena, lors de l'adoubement, n'est-ce pas, du chef de la junte militaire, du conseil militaire de la transition, sous la pression, n'est-ce pas, des forces vives du Tchad, notamment de la société civile tchadienne, qui, avant même qu'il arrive, dès lors que la junte a annoncé sa présence, sa mise en place, la société civile, on l'a vu à travers les syndicats, les organisations de la société civile. On a également vu la réaction de la conférence épiscopale nationale du Tchad, qui ont réagi pour dénoncer le putsch, pour dénoncer le coup d'État militaire. Pendant la présence et même après que Emmanuel Macron soit rentré au Tchad, la pression est montée tout d'un cran. Il y a eu des manifestations, des marches, il y a eu des échauffourées, et on a constaté donc, lorsque Emmanuel Macron recevait le président en exercice de l'Union africaine à l'Élysée, le président Tshisekedi, c'est alors que face à la presse, il a reprécisé sa position, pour ne pas dire qu'il a évolué dans sa position, en tenant compte de cette pression forte venue du Tchad, du peuple tchadien, mais également des réactions, j'allais dire, d'une certaine classe politique française, mais également des réactions venues d'Afrique. Il y a des gens qui ont dénoncé, des leaders d'opinion qui ont dénoncé cette attitude d'Emmanuel Macron, qui était tout simplement la poursuite de ce qu'il a dénoncé lorsqu'il arrivait au pouvoir. La France-Afrique est encore plus forte que jamais. Parce que c'était ça, le message de l'adoubement du fils du président Idriss Déby Itno, qui est décédé, qui est mort. Maintenant, que faut-il en attendre? Est-ce que Emmanuel Macron est sincère lorsqu'il reprécise la position de la France? Parce que cette seconde position qu'il prend reflète en réalité l'image de la France à l'intérieur de la France comme à l'extérieur. C'est-à-dire la France, c'est une terre de liberté. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme, qui promeut l'état de droit et la démocratie. Est-ce que Emmanuel Macron va rester sur cette position jusqu'au bout? C'est la principale question qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, la France, chaque fois que, à travers son principal dirigeant, chef d'État, le président de la République, prend un discours, prend position, c'est d'abord et surtout les intérêts de la France qui sont en jeu. Ainsi que des membres du gouvernement qui dépendent directement de lui. Je pense au ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, qui l'avait pratiquement précédé dans une forme de manipulation de manipulation de l'opinion, dans une sorte de désinformation, en laissant croire que la constitution tchadienne aurait été respectée. Parce que, selon lui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait refusé, n'est-ce pas, d'assumer ses fonctions, laissant ainsi la place au Conseil national, Conseil militaire de transition s'installer. Nous l'avons dit ici sur ce plateau, qui n'en était rien du tout. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale tchadienne a pris la parole, c'était après le fait accompli. C'était après que le Conseil militaire tchadien s'était installé en procédant à la dissolution de toutes les institutions de la République, y compris la Constitution tchadienne, y compris le gouvernement, y compris le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ce qui pourrait se passer, c'est que Emmanuel Macron
a réagi en condamnant la répression au Tchad, la répression des manifestations. Emmanuel Macron a dit qu'il n'est pas d'accord avec la succession dynastique au Tchad. Il est également allé dans le sens du retour des civils au pouvoir, transfert du pouvoir aux civils, ce que l'Union africaine a demandé, ce que la CEAC a demandé, ce que beaucoup de partenaires des pays amis du Tchad ont demandé. Et comme je le disais tantôt, est-ce que c'est la position qui va prospérer jusqu'au bout? Nous l'espérons et le souhaitons. Après vous, Guy Laurent Kwame, l'une des principales revendications des Tchadiens, c'est la dénonciation de ce risque de transmission du pouvoir monarchique dans une république comme celle du Tchad. Et l'on voit les appréhensions que cela suscite au Cameroun au regard des réalités vécues en Afrique centrale et principalement en Afrique francophone. Quel regard portez-vous sur ce sujet? Pardon. Il faut dire que la situation du Tchad nous amène à effectivement nous interroger sur ce que pourrait être l'avenir du Cameroun en matière de succession, et que nous avions déjà commencé, nous, au niveau du Cameroun, beaucoup de partis politiques d'ailleurs, à discuter de ces questions. Au MRC, nous avons théorisé avec le professeur Maurice Kamto la notion du non au gré à gré, qui fait qu'il y a des Camerounais qui manifestent aujourd'hui dans le cadre d'une résistance nationale, qui sont emprisonnés par le régime dictatorial. Donc, la situation du Tchad nous a rapidement interpellés. Et comme M. Edmond disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont exprimés, qui ont mis la pression sur la question tchadienne, et c'est important que nous relevions cette situation. Une bonne partie de la classe politique française s'est indignée. Une bonne partie des pays de l'Union européenne s'est indignée. L'Union africaine s'est indignée. Mais il faut souligner surtout que les populations tchadiennes se sont organisées pour dire non à cette succession monarchique. Donc je crois que la France, à un moment donné, qui avait pris la position qui est presque traditionnelle de soutenir ses intérêts, s'est un peu trouvée isolée sur la scène internationale et a dû reculer un peu. Vous avez donc observé en une semaine que Macron a tenu deux discours différents. Qu'est-ce que cela nous suggère? Nous avons eu avec le professeur Maurice Kamto a fait une conférence au Canada où il a souligné la question des colonisations inachevées. Ça veut dire que depuis 1960, on en parle souvent, on a fait semblant d'offrir la liberté, c'est-à-dire de décoloniser les territoires africains, mais en même temps, on a juste fait partir la couleur blanche, mais les Noirs qui sont restés sont là pour encore protéger les intérêts de la France. Donc, il est question pour notre génération aujourd'hui si vous voulez, de remplir notre mission, qui est celle de poursuivre les décolonisations. Et on est tous d'accord qu'on ne peut pas compter sur le RDPC pour poursuivre le combat des libertés, non pas seulement des individus, mais de la liberté des territoires africains et donc du Cameroun. Mais il est important que les jeunes d'aujourd'hui qui ont pris conscience qu'il est important qu'ils puissent eux-mêmes avoir les manettes de leur développement, puissent, au regard de la situation tchadienne, se dire qu'il est important qu'on soit sensibilisé aux questions de poursuivre la décolonisation, surtout sur le plan économique. Donc, vous allez voir que la France, par rapport à la situation, par exemple, au Mali, où on a eu la junte militaire qui a essayé de prendre le pouvoir, la France a demandé de remettre rapidement le pouvoir aux civils. Elle a pourtant adoubé ce comportement au Tchad, en laissant la junte militaire, en l'adoubant publiquement. Donc, chaque pays défend ses intérêts et nos gouvernements doivent également tout faire pour pouvoir empêcher qu'on ait un pays qui se fasse manipuler par les grandes puissances. La jeunesse d'aujourd'hui refuse de vivre dans cette situation d'instabilité institutionnelle. On ne peut rien prévoir. On ne sait exactement pas comment se fait la dévolution du pouvoir. Pourtant, on a des textes qui prévoient tout. C'est-à-dire, on a une constitution qui nous dit exactement comment les choses doivent se passer. Vous l'avez encore vu au Tchad. Mais dès lors qu'une situation se pose, les gens refusent volontairement d'appliquer
la Constitution et de passer outre et de faire des choses à leur gré. C'est pour ça qu'on dit chez nous le non au gré à gré. Et il est important aussi de mesurer les conséquences de pareils comportements. Quand je parle de l'instabilité institutionnelle, je voudrais vous dire aussi que cela impacte sur l'entreprise, cela impacte sur les entrepreneurs. Parce qu'un homme d'affaires, un entrepreneur international ne peut pas absolument aller investir dans un pays où rien n'est programmable, où on ne peut rien prévoir, où on est sûr de rien. Donc il est important pour nous, les jeunes, qui voulons reprendre, pour les populations africaines, qui voulons avoir un pays stable, que l'on fasse tout et qu'on mette la pression pour que les textes soient respectés, qu'on soit dans un état de droit sans pouvoir faire de réserve là-dessus. Après vous, Guy Laurent, André Luther, il y a des critiques sur l'attitude du gouvernement et autorités camerounais concernant ce qui se passe au Tchad. Il y a le sentiment qu'il y a eu un adoubement également de cette transition militaire qui, quelques jours après, a été violemment recrutée par les populations. En réaction, c'est une répression avec au moins plusieurs morts, des centaines d'arrestations à la fois des activistes et des manifestants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position de la France qui dit non à une succession dynastique à la tête du Tchad? Je dois d'abord exprimer que pour bien comprendre la situation au Tchad, que je suis avec beaucoup d'intérêt, il faut comprendre le contexte. Du moins, s'il y a deux informations qui circulent, que le président Idriss Déby serait atteint lors de la revue des troupes, notamment dans sa tente avec un général où il y a eu échange de coups de feu, il a été ramené à N'Djamena. Et il y a une autre version qui est officielle où le président Idriss Déby serait atteint par les rebelles pendant qu'il était au front. Quelles que soient les deux informations, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu assassinat, mais pas coup d'État. Assassinat parce qu'effectivement, le président Idriss Déby a été assassiné, mais il n'y a pas eu prise du pouvoir. Et dès lors qu'il a été assassiné, je crois que la junte militaire a sécurisé le pouvoir face notamment au refus du président de l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités, d'assurer l'intérim. Et il me semble tout à fait clair que lorsque Mahamat Idriss, le général, prend le pouvoir, il fait un discours à son peuple où il dit clairement que l'armée a dissous, notamment la junte militaire dit clairement qu'on a dissous les institutions, mais le général Mahamat Idriss appelle le peuple au calme et propose également un dialogue inclusif de tous les bords politiques et de toute la société civile. Et je crois, pour une période de 18 mois, ils vont gérer la transition. En tant que militant du parti au pouvoir, je me limite là. Parce que dans des cas d'exception, notamment vous le savez, lorsqu'il y a des ordres, c'est l'armée qui prend ses responsabilités et met de l'ordre et met tout en facteur. Je voudrais, dans un deuxième point, aller sur le deuxième facteur. Je vais dans un deuxième point aller sur un autre facteur, qui est le facteur panafricaniste ou nationaliste. J'ai beaucoup entendu la France. La France a fait ceci, la France a fait cela. Mais j'interroge les panafricains sur le conscientisme, sur la conscience africaine. Parce que ce n'est pas la France qui est sur le terrain pour faire les massacres, pour tuer. Ce sont des Africains qui prennent des armes, qui prennent des roquettes et qui tuent certainement leurs frères. Et en cela, moi je considère qu'il y a une complicité, notamment des Africains, sur le carnage africain. Et à ce moment, je vais dire, avant d'arriver sur ce plateau, je lisais un livre très intéressant sur soumission à l'autorité. Soumission à l'autorité de Stanley Milgram pose une problématique claire. Comment des gens intelligents, sensés, peuvent obéir à des ordres aussi monstrueux? Je parle de l'Afrique. Il est important que nous sachions que cette culpabilité que nous mettons notamment à la France, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables parce que ce ne sont pas les Français qui prennent les armes, ce ne sont pas les Français qui tuent sur les Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Et il est donc important dans ce deuxième pilier, notamment de faire en sorte qu'il y ait une conscience africaine, où nous refusons cette colonisation tutélaire et nous prenons nous-mêmes nos responsabilités. Et cela peut se passer effectivement dans la coalition du panafricanisme, de l'unité africaine et, n'est-ce pas, de l'unité sous-régionale.
Mais André Le Luther, troisième point. Oui, je vous en prie, allez-y. Le troisième point sur la succession dynastique m'amuse. M'amuse parce que certains démocrates voudraient frapper de malédiction les fils de présidents et les fils de ministres et autres. Bon, moi je vais reformuler la question. Est-ce que la succession héréditaire est anti-républicaine? Je dis non. Je dis non d'abord parce que c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui élit. Et ce peuple désigne ses gouvernants. Est-ce que la succession héréditaire est anti-républicaine? Je dis non. Tout simplement parce qu'on ne peut pas frapper d'inéligibilité un fils de président parce que soit-il président. Mais il n'a pas été élu dans le cas du Tchad. Les Tchadiens ne se sont pas prononcés sur le choix de celui qui devrait présider à un conseil de transition. On a vu des hommes qui sont apparus à la télévision publique tchadienne annonçant qu'ils prennent en main le pays à la suite du décès du président Idriss Déby Itno, alors qu'il y a une constitution qui prévoit les mécanismes de dévolution du pouvoir en cas de vacances, en cas d'exception. Comment expliquer ça? Le peuple là, André Luther. Je l'ai expliqué tout à fait dans la méthode militaire, où je vous ai dit que lorsqu'il y a désordre, péril à la demeure dans une république, les militaires prennent leurs responsabilités. Et je crois qu'ils ont d'abord fait tabula rasa. Non, De les toutes les autorités institutions peuvent décréter l'état de toutes d'urgence les et institutions utiliser les pour pouvoir de toutes les institutions pour C'est pouvoir mettre dommage, de mais l'ordre. c'est- Et je crois qu'il y a eu un timing, une durée par rapport à cette transition. Les transitologues que je vois beaucoup ne réfléchissent pas beaucoup sur la stabilité et le souci, n'est-ce pas, de la C'est pas un continuité projet politique. et d'assurance des partenaires. Donc la stabilité ne peut être assurée que par des militaires, selon vous. En tout cas, les Non, Camerounais sont c'est pas ce prévenus. que je dis. Ce c'est que ce je que vous dis, dites. Je vous en prie, permettez ce que je dis qui est, On ce ne que peut je rien dis qui est comprendre. très, ce que je dis qui est très important, c'est que le concept, le contexte d'exception du Tchad, qui est un contexte notamment de guerre, a permis à l'armée de prendre, n'est-ce pas, cette transition, de la prendre en main et de mettre un certain nombre de mécanismes qui vont déboucher une élection. Je crois qu'il y a nécessairement une promesse Mais on est en guerre au Cameroun. où tous les bords vont se réunir pour une nouvelle constitution On est en et guerre pour au mettre Cameroun. en place, Au pour nord, mettre en au place, Kora, n'est-ce pas, à une sorte au nord-ouest, au de sud-ouest. gouvernement d'union L'armée n'a pas nationale. pris le pouvoir. Je voudrais, Je vous en prie, je voudrais- André Luther a la parole. Non, Oui, il va c'est pas pas débattre. conclure. c'est pas un la débat très profond que nous Permettez faisons, qu'André c'est pas- Luther puisse développer son point de vue. Oui, André Luther. Je voudrais vous dire, chers messieurs, qu'il y a une théorie qu'on appelle la théorie du génie héréditaire. La théorie du génie héréditaire de Francis Galton dit quoi? Dit qu'il y a un certain nombre de transferts physiques et de psychiques supérieurs qui peuvent se transmettre avec des facteurs héréditaires vers les fils. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait qu'on investit, le fait... Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. André Luther, allez-y. Oui, le fait que le fils d'Idriss Déby C'est une Itno, allez-y, théorie, peut-être qu'elle n'est André pas juste. Luther. Je vous parlais d'une théorie de Francis Galton qui détermine les facteurs d'hérédité à travers les transmutations, les transferts physiques et psychiques supérieurs par rapport, n'est-ce pas, au fils ou dans la famille. Donc, il y a une sorte de sécurisation, de confort psychologique et de stabilité lorsqu'on sait que, n'est-ce pas, le fils peut ressembler au père parce qu'il a toutes les attitudes physiques et psychologiques, n'est-ce pas, du père. C'est une théorie qui se fait et vous pouvez la vérifier. Alors, après vous, André Luther, Serge Soron, quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation sociopolitique au Tchad? Les motivations ou les éléments justificatifs avancés par l'armée tchadienne sont-ils convaincants pour justifier cette prise de pouvoir, selon vous? Les théories du Conseil militaire de transition du Tchad ne m'intéressent pas. Les explications que je viens d'entendre ici et là m'attristent parce qu'elles dénotent d'une ignorance très très approfondie de l'histoire même de ce qui se trame en Afrique. Avant le Tchad, il y a eu la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo. Le principe est le même. Il faut que les gens sachent que, pour moi, leader dans un parti comme l'Union des populations du Cameroun, évoquer ces questions, c'est rester sur la superficie. Parce que la question de fond n'est pas là. Vous voyez, si je veux caricaturer ce sur quoi vous vouliez que, ou certains pensent que le débat doit porter, c'est comme un match de football.
dans lequel l'entraîneur des deux camps est le même. On vous dit que c'est l'entraîneur de votre adversaire qui va faire les remplacements chez vous et vous voulez accepter ça. Et vous pensez qu'en débattant dessus, vous allez avancer. Vous perdrez le match toute votre vie. Parce que la question au Tchad, si les institutions sont fortes, si les pays sont libres, ne se poserait pas. Mahamat Déby, dans 18 mois, va devenir civil. Vous allez dire quoi? Le propos de M. Emmanuel Macron, peut-être que vous ne l'avez pas compris. Macron dit exactement, demande qu'on entende le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que si Mahamat Déby dit qu'il reste au pouvoir, la France va applaudir. Pourquoi la France va applaudir? Parce que la France est dans une situation où le mandat qui lui est confié depuis Berlin pour gérer la base et le jardin botanique et le marché des ressources de matières premières est en train de lui échapper. Et il lui faut faire les substitutions rapidement, tout en se souciant de la cosmétique, pour que ce qu'ils ont appelé l'esprit anti-africain ne fasse pas arriver au pouvoir les vrais patriotes. Pour comprendre la scène, en 1884, on décide que l'État du Congo est indépendant, mais propriété du roi belge. Je vais prendre cette image pour que vous compreniez et assimiler ça à toute l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est indépendante, mais elle est propriété de la France. Voilà le schéma. Et la France met donc en route l'exploitation de ça. Et elle classe les gens qui sont dedans. Il y a les indigènes, les évolués, les assimilés et les interlocuteurs valables. Tous sont à son service. Il faut le comprendre. Il ne faut pas que Martin Luther commence à rêver. Comme d'ailleurs, j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt sur beaucoup de tableaux ce délire. Et j'ai un aîné qui va être en juillet, qui est reconnu pour, n'est-ce pas, contester, mais qui veut organiser une menace pour l'Afrique. C'est pareil, ils font partie de la liste. Parce que de l'autre côté, ce qui devrait être en train d'être construit, c'est les patriotes, c'est les réformés, c'est les importés et c'est les asservis. Parce que voilà, dans notre indépendance, voilà comment nous sommes. Et les patriotes sont éliminés physiquement. Physiquement, c'est-à-dire que, sachez, monsieur Noufélé, que si on a l'impression que vous pensez que l'Afrique doit se développer pour les Africains, écoutez, votre décision, on a déjà pris une décision de vous éliminer. Voilà dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ceux dont vous voulez parler là ne sont pas dans la catégorie des patriotes. Pourquoi ils ne sont pas dans la catégorie des patriotes? Le Tchad n'avait aucun problème. Moi, les explications qu'on dit un pays en guerre, les États-Unis étaient en guerre, les armées, ils ont fait 20 ans de guerre en Afghanistan. Je n'ai pas vu les militaires prendre le pouvoir. Le Cameroun est en guerre, ça fait combien? 4-5 ans. Le Cameroun est en guerre, monsieur. Vous ne savez pas? Officielle publique. Vous ne savez pas que le Cameroun est en guerre? On n'est pas en guerre contre Boko Haram. Je crois qu'au RDPC, il faut qu'on vienne former les militants du RDPC, parce que j'avais aussi entendu un tel délire ici. Le Cameroun est en guerre. Est-ce que Luther Meka est en train de dire aux militaires camerounais de prendre le pouvoir? Je voudrais qu'il réponde à cette question. Le Cameroun est en guerre. Donc pour Luther Meka, il faut que le chef d'état-major, M. Meka, dise qu'il a mis Paul Biya de côté, il a mis Niad de côté, et il a éliminé la Constitution. Ça montre seulement qu'on n'a pas d'armée, et je le dis souvent, en Afrique, il n'y a pas d'armée. C'est l'une des questions qui n'a pas été résolue lors des indépendances. Toutes nos armées sont à la merci de la France. Les cartouches sont achetées en France. Dès qu'on ferme le robinet au Tchad, vous savez comment ça s'est passé? Quand on veut vous enlever, on donne les armes aux rebelles, on vous bloque et vous chasse. Goukouni arrive, on donne les armes à Abré, on bloque Goukouni, le chasse. Abré même commence à être l'ami parce qu'on n'avait pas bien géré le cas Abré, parce qu'il avait un contentieux qui n'a pas réglé l'affaire close. On donne les armes à son chef d'état-major là, et il chasse Abré. Maintenant, on veut enlever Déby parce qu'il commence à dire qu'il est panafricain. On fait ce qu'on fait. Donc, Macron n'est pas dans votre schéma. Macron veut garder l'Afrique indépendante, propriété de la France. Et c'est là que la bataille commence. Alors, nous voulons justement, quand vous observez ces mouvements des Tchadiens qui au Cameroun ont critiqué à la fois la France et critiqué l'attitude du
pouvoir du régime Idriss Déby qui manœuvre pour se maintenir. C'est là où le problème devient intéressant, parce qu'il cesse d'être un problème de politique, ou bien il a un problème de politique dans le sens qu'ils doivent organiser, non pas le remplacement de joueurs comme j'ai dit, mais la formation de la nation. Parce que le vrai problème, c'est qu'on pose les problèmes pour des pays qui n'en sont pas encore. Est-ce que nous sommes une nation? Est-ce que nous sommes un État? Est-ce que nous sommes indépendants? On n'a pas encore fini cette construction. Parce que pour qu'un peuple réussisse ce que les Tchadiens veulent réussir, il faut qu'il ait la conscience qu'il est une nation. Parce que quand vous êtes une nation, vous savez que ce n'est plus question d'individus, il est question d'institutions et d'esprit. Ça cesse d'être une affaire d'hommes. Ça cesse donc d'être des questions d'une transmission héréditaire, où un héritier, Roger Mila, aurait un enfant à qui il a transmis les gènes de bons footballeurs. On n'a jamais vu ça. Pour qu'on pense encore en politique. C'est pas ça, je dis pas tu prends des milliers de sportifs, ce cas ne peut pas se justifier, cette théorie est fausse. Cette théorie est fausse. En politique, votre enfant peut entrer en politique et gagner. Moi, j'ai rien contre. Il est citoyen. J'ai rien contre. Mais je refuse que quelqu'un... Le X, c'est à quel niveau concrètement? C'est dans la construction de la nation et des institutions qui n'existent pas encore en Afrique. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une élection transparente où on a élu? Bongo avait perdu les élections, non? Tout le monde le sait. Mais officiellement, on l'a nommé. Laissons Bongo. Si la base c'est compliqué, c'est ça que je dis. Donc, nous, on refuse que c'est la France qui désigne. C'est ça que j'ai dit. Que n'entrons pas dans un schéma. Parce que dans ce schéma, les plaintes du peuple tchadien n'aboutiront pas. Je vous ai dit que si Mahamat dit que la transition, c'est dans 2 mois, il troque son treillis militaire contre un costume cravate, il sera au pouvoir. Parce qu'en l'état actuel, les politiques n'ont pas associé, n'ont pas encore réussi à construire la dynamique, pas seulement eux. Pourquoi? Mais parce qu'on est en guerre depuis. Monsieur Meka, c'est la France. Je suis désolé. Les armes dont vous parlez là, citez-moi un seul pays en Afrique qui fabrique les armes. Comment vous pouvez dire que c'est les Africains? Et il faut que notre sang ait du prix. Il faut qu'on cesse d'assassiner les Africains et que les gens viennent justifier ici que c'est les Africains. C'est comme si vous disiez que parce qu'on envoyait les chiens et les rois asservis, qu'on avait déjà prendre les esclaves, que c'est eux qui étaient les esclavagistes. C'est une honte pour l'Afrique. C'est pour ça, sans vous manquer de respect, que le mot ignorance m'est venu à l'esprit. Pas parce qu'il est une insulte, parce que c'est une catégorie. C'est une catégorie politique qu'il faut que le peuple camerounais intègre. Parce qu'en l'état actuel, de même que les colons nous avaient classés, nous devons classer les Africains. Il y a des ignorants. C'est-à-dire que ce n'est pas des individus inconscients. Sauf qu'ils le font de mauvaise compréhension. C'est-à-dire qu'ils vous disent des choses qu'ils pensent vraies parce qu'ils ont ce que j'ai appelé les Africains reformés. La formation qu'on leur a donnée leur permet de parler ce langage. Vous comprenez? Il y a des Africains, vous avez des Africains importés. C'est-à-dire qu'ils sont là comme dans un jardin botanique, mais ils ne savent pas très bien à qui bénéficie le jardin, pourvu que les gens viennent visiter le jardin et qu'ils soient payés. Vous comprenez? Après, maintenant, à côté d'eux, vous avez les asservis. Regardez, vous ne pouvez pas libérer un peuple qui n'a pas pris conscience qu'il doit se battre pour sa liberté. Ce n'est pas possible. Donc, l'autre bataille, regardez la jeunesse camerounaise, par exemple. Combien sont inscrits? On a réussi à les convaincre que les inscrire aux listes électorales ne sert à rien. Et ils y adhèrent. Moi, je m'arrête souvent au carrefour de Koti. Je descends, je marche dans le marché. On vous dit ça ne sert à rien, prof. Ça ne sert à rien. Alors que c'est faux, ça sert. Si ces gens se battent pour que vous compreniez que ça ne sert à rien, c'est justement parce que ça sert à quelque chose. Parce que quand vous irez devant un bureau de vote et que vous aurez voté et que vous aurez fouetté le président qui a voulu tricher, demain il ne le fera plus et ça va marcher. Alors, les institutions partout dans le monde, et je vais conclure par là, la France, l'Occident, l'impérialisme comprend un seul dialogue. Et c'est là que les Africains doivent décider maintenant. C'est celui de la vie. Nous sommes en pleine guerre. Parce que quand vous avez vu, moi j'ai vu au moins 26 images du corps de Déby. Pas parce que je l'aime beaucoup, parce que non, le sang de l'Africain, même du dictateur. Vous parlez de dictature en colonie. Il n'y a pas de dictature en colonie. Vous ne pouvez pas traiter un homme qui vous a servi, parce que Déby a servi la France. On a accusé Hissène Habré, mais on oubliait que Déby était son chef d'état-major. Sauf que la France voulait liquider Hissène Habré. Or, vous ne pouvez pas traiter quelqu'un qui vous a servi comme ça si, fondamentalement, vous n'êtes pas violent et vous ne vous considérez que vos intérêts et non ceux des autres. Justement, donc, le vrai débat de fond, ce n'est pas l'office de qui va remplacer l'Antiquité.
C'est comment on va construire des nations avec des citoyens pour rompre le cordon ombilical de Berlin. On va en parler, on en parlera dans cette émission. On n'appellera pas à l'insurrection contre la France sur ce plateau. Mais avec vous, Maître Lavoisier-Tsapy, on va interroger ce rapport de force créé par les Tchadiens, mobilisés dans les rues en milieu de semaine pour faire entendre leur voix face à cette transition militaire. C'est uniquement après la sortie du président français autour de mercredi à 12h que le président de la transition militaire s'est exprimé à 14h, bien après que Macron ait déclaré qu'il faut davantage ouvrir la transition aux fils et aux filles du Tchad, il ne faudrait pas un plan de succession à la tête du pays. Et c'est là qu'après cette sortie, il y a eu une première sortie du général Mahamat Idriss Déby Itno. Comment appréciez-vous l'attitude des Tchadiens face à ce qu'ils vivent depuis près de 2 semaines, juste après le décès d'Idriss Déby Itno? L'attitude des populations tchadiennes est une attitude extrêmement courageuse. Et je souhaite que cette attitude se maintienne et que les Tchadiens continuent de contester la transition militaire et de permettre le retour aux institutions civiles dans ce pays. Parce que, comme l'a dit mon cher frère André Luther, je ne pense pas que le contexte sécuritaire puisse permettre à une armée, justifier à une armée de prendre le pouvoir. Parce que la guerre se passe très loin de la capitale. Et si, comme vous l'indiquez, il n'y a même pas de preuve à ça, si le président de l'Assemblée nationale, qui devait assumer l'intérim de la présidence, il a refusé de prendre le pouvoir, il y a un vice-président de l'Assemblée nationale, il y a un président du Conseil constitutionnel au Tchad. Donc, le processus normal de remplacement d'un chef d'État au Tchad était bien dessiné par la Constitution. Mais les Tchadiens ont refusé, les militaires tchadiens ont refusé cela. Mais le général Mahamat Déby, pour justifier cette prise du pouvoir par les militaires, estime qu'il y avait une crise sécuritaire qui nécessitait cette intervention de l'armée afin de pouvoir protéger les institutions et protéger la République tchadienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les manipulations de la France. N'oubliez pas que Mohamed Idriss Déby, le fils de Itno Déby, est l'ami d'Emmanuel Macron. Il a été formé militairement en France. Il a ses amis en France. C'est un pro-français. Ne l'oublions pas. Il est placé là par la volonté de la France. Ce n'était pas le général le plus aguerri en matière militaire. Ce n'était pas le général le plus âgé. Parce que s'il fallait choisir un général qui est bien aguerri et qui peut assumer cette transition, ce fils n'était pas bien placé. Pourquoi avoir choisi ce fils? À cause de ses relations avec la France. Le discours d'Emmanuel Macron, c'est un discours colonialiste, néocolonialiste. C'est le discours des gens qui veulent perpétuer la mainmise de la France sur l'Afrique noire francophone. Parce que l'autre chose qu'on doit dire, Cédric, dans cette affaire, c'est que la France a longtemps utilisé Idriss Déby Itno et son armée pour appuyer l'armée française au Sahel, permettre à la France de mieux exploiter les richesses d'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas eu de preuve. Les Français... Il n'y a pas eu de preuve jusqu'ici sur cette stratégie. L'objectif officiel, c'était de lutter contre le terrorisme dans le Sahel qui a causé d'énormes dégâts. Il y a eu des pays ouest-africains qui ont fait appel à la France. Il y a le cas du Mali. Et il y a également des entreprises françaises installées dans ces zones. Et pour ces raisons, l'armée française s'est mobilisée et a demandé l'appui des forces africaines dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. Oui, ça c'est la version officielle. Mais officieusement, on sait ce qui se passe. Les experts français se sont prononcés sur la présence de l'armée française dans le Sahel. Ce n'est pas une armée qui est là pour lutter contre le djihadisme. Elle ne peut pas lutter. Pourquoi depuis 10 ans, pourquoi est-ce que l'armée française et le G5 n'ont pas réussi à éradiquer le djihadisme dans le Sahel? Justement parce qu'ils savent que ce djihadisme est financé par le Qatar. On le sait. Les Émirats arabes unis, c'est eux qui financent ce terrorisme-là. Ils ne sont pas allés faire, les Français ne sont pas allés faire la guerre là-bas, ou les Français n'ont pas usé de leur puissance dans les institutions internationales pour amener cet État-là à ne plus financer le djihadisme dans le Sahel. Donc je dis que
les Français ne sont pas là pour les beaux yeux des Tchadiens ou des pays ouest-africains. Ils sont là pour exploiter ces pays-là avec la puissance de leurs armées. Je souhaite donc que les populations tchadiennes, qu'elles se mettent debout comme un seul homme et qu'elles se battent pour dire non à la France. Et au-delà même des Tchadiens, regardez ce qui se passe au Bénin avec Talon. Talon qui est un pro-français pur, regardez, il a bâillonné toute l'opposition. Il a remis la démocratie béninoise entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est une dictature pro-française qui est en train de gouverner au Bénin. Donc, j'ai dit que nous, les Africains, comme l'a dit M. Soro tout à l'heure, nous devons savoir où nous allons. Pourquoi est-ce qu'en Asie, il n'y a pas eu ce problème? Les pays, la plupart des pays asiatiques, la Thaïlande, la Corée du Sud, les Philippines, c'est des États qui en 1960 étaient au même niveau que le Cameroun. Ils ont réussi à s'émanciper de la tutelle européenne et sont devenus aujourd'hui les grandes puissances économiques. La Chine, quand Mao prend le pouvoir en Chine en 1959, la Chine a quoi? Les gens marchent à vélo, il n'y a pas de voiture. Ils se sont enfermés, ils ont dit nous allons travailler pour développer notre pays. Et quand ils ouvrent les frontières dans les années 70, ils sont déjà capables d'envoyer les fusées sur la Lune, au même titre que les Européens. Pourquoi nous, les Africains, nous n'arrivons pas à faire ce que les Asiatiques ont fait pour s'émanciper? Comme l'a dit d'ailleurs M. André Luther, pourquoi nous sommes nos dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas des nationalistes. C'est des gens qui sont là pour plaire. Regardez la Camraille qu'on a confiée à Bolloré. On a vendu la Camraille à Bolloré. Les wagons et les députés sont allés s'asseoir. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a supprimé la ligne Douala-Konsamba, une ligne qui devait aller à l'ouest. On a supprimé la ligne Banga-Kumba. On a supprimé la ligne Otele-Mbalmayo. Tuant les économies. Est-ce que Camraille, avec le français, a évolué ou bien a régressé? Voilà autant de choses qui permettent aux Camerounais de comprendre que nos dirigeants ne travaillent pas pour l'émancipation de nos peuples. Alors justement, les gens sont là pour servir les intérêts européens. Je prends un dernier exemple. Je vous en prie. Cédric. Pourquoi est-ce que le café que nos papas cultivent à l'ouest, Cameroun, pourquoi c'est à Londres qu'on fixe le prix? Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait pour que le prix du café ou du cacao ne soit pas fixé à Londres et que le planteur profite? Il y a des tas de solutions qu'on ne veut pas appliquer parce que justement, il faut gouverner pour plaire aux Blancs. Le peuple tchadien s'est levé pour dire non, nous ne voulons pas ça. Et il faut que ça contamine même le Cameroun. Il faut que les Camerounais se mettent debout pour dire à M. Biya que vous avez mis pratiquement 40 ans à foutre le Cameroun en l'air. Il faut maintenant qu'on mette le Cameroun sur le droit chemin. Alors justement, j'aimerais interpeller André Luther sur l'attitude des dirigeants africains et particulièrement du président de la République du Cameroun au regard des critiques formulées sur ce plateau sur ces dirigeants africains qui ne servent pas l'intérêt des populations mais qui posent des actions visant à plaire aux partenaires internationaux. Mais quels partenaires œuvrent pour leur maintien au pouvoir durant des décennies? Que répondez-vous? Je voudrais d'abord dire, Dr Soro, de me respecter parce que ce que je dis a d'autant plus un sens que j'ai fait beaucoup de lectures sur le panafricanisme. Je ne voudrais pas l'informer, mais il sait que Ouniobe a dit non. Il sait que Lumumba a dit non. Il sait que Sankara a dit non. Il sait que Sékou Touré a dit non. Monsieur Soro, je vous parle de la théorie des commanditaires et des exécutants. Ça veut dire que s'il y a des commanditaires, il y a les exécutants, les deux sont d'autant plus coupables. Et les exécutants sont d'autant plus coupables parce que c'est eux qui tuent, c'est eux qui sont sur le terrain. Je voudrais que nous soyons clairs du fait que s'il y a une conscience africaine que nous devons avoir, c'est la conscience de s'affranchir, n'est-ce pas, de la colonie tutélaire qui nous commandite comme des marionnettes. Il faut que ce soit clair. Il ne faudrait pas seulement que nous jetons l'opprobre sur la France, que nous critiquons la France, alors que nous-mêmes, nous sommes les propres exécutants de ce complot international. Il est important que les Africains le sachent. Et je voudrais vous dire effectivement que si quand vous dites nous, quand vous précisez bien les dirigeants, les dirigeants, c'est pas non, je parlais des Africains. Je parle des Africains. Je vous en prie, monsieur. André Luther a la parole. Monsieur, je vous en prie. André Luther a la parole. Vous réagirez bien après. Guy Laurent et Maître Sapi. Guy Laurent et Maître Sapi, je vous en prie. André Luther a la parole. André Luther, je vous en prie. Allez-y.
Il a la parole. Vous réagirez bien après, André Luther. Cho Ayaba et tous les commanditaires du Nozo ne sont pas des Français. Ils ne sont pas des Américains, ce sont des Camerounais qui financent, notamment à travers des commanditaires, ces guerres-là. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, monsieur Sow, ne faites pas la diversion. Moi, je suis dans un débat très sérieux. Hein. Non, docteur Sow, vous ne pouvez pas me prendre la parole. Vous ne pouvez pas me prendre la parole. Je vous ai écouté religieusement. André Luther essaie. Non, je vous ai écouté religieusement. Messieurs, je vous en prie, on se calme d'abord. Je voudrais préciser sur ce plateau. Pour qu'on puisse comprendre les avis des uns et des autres, il faut permettre à chaque interlocuteur et panéliste de pouvoir aller jusqu'au bout de son analyse pour qu'on puisse réagir. Donc, pour le moment, c'est André Luther qui a la parole. Vous réagirez bien après, messieurs. André Luther, je suis surpris qu'un africaniste comme Dr Sow refuse de dire qu'il y a des Africains qui sont morts parce qu'ils ont dit non. Qu'il y a des Africains qui ont dit non. Et c'est cette théorie que je suis en train de dire, que nous ne pouvons pas nous arbouter seulement sur la France sans mettre la culpabilité sur les Africains. Restons sur le sujet. Restons sur le sujet, je vous en prie. Restons sur le sujet. C'est un sujet important. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous ne lui permettez pas. Non, Serge. Serge. Laissez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir. Parce que quand vous ne lui permettez pas d'aller jusqu'au bout... Souvent, il faut réagir à chaud. Non, vous ne se trompe pas. Vous ne lui permettez pas. Je ne suis pas d'accord. Ils disent que les Juifs Serge Sora, nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes pour les Africains, c'est bon. Ce plateau de mais pour les autres, c'est impossible. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne quel est son point de vue. On ne peut pas comprendre son point de vue si on l'interrompt à chaque moment. André Luther. Je veux dire qu'il n'y a pas un côté qui soit responsable. Je suis en train de dire qu'il y a les commanditaires et les exécutants. Et les deux sont d'autant plus responsables parce qu'ils activent ce complot international. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos propres frères sont complices, notamment, n'est-ce pas, de ce plan maléfique contre l'Afrique. Parce que, je vais vous dire pourquoi nous, au Cameroun, on ne tombe pas. Nous, au Cameroun, on ne tombe pas parce qu'effectivement, nous sommes solidaires de la paix. Et nous refusons de trahir notre pays. C'est pour ça que nous ne tombons pas. Et c'est pour ça que je dis que le président Paul Biya est un nationaliste. Il est un nationaliste, pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors que le Cameroun est en guerre depuis près de 4 ans. On a vu la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. On voit le niveau de paupérisation dans les régions septentrionales avec cette reprise et ce regain des tensions d'insécurité liées aux activités de Boko Haram. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait en tant que nationaliste pour rassurer les Camerounais et pour leur montrer qu'il est dans une voie patriotique pour l'émergence du pays? Je voudrais d'abord vous dire que toutes les crises qu'il y a eu au Cameroun, nous n'avons jamais vu l'armée française débarquer et s'immiscer dans les crises du pays. Je voudrais vous signaler que sur le plan entrepreneurial, il y a une nationalisation des entreprises. Donc, je peux citer, pour ne pas faire la publicité. Et je voudrais également vous signifier qu'aujourd'hui, même la nationalisation de nos ressources naturelles est en cours avec une société que vous connaissez, la Sonamine. C'est vous démontrer aussi que le chef de l'État, le président Paul Biya, est le premier en Afrique à avoir diversifié les partenariats, notamment vers la Chine et la Russie. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un président qui a le souci effectivement de l'autonomisation de l'économie, sans toutefois être en autarcie et pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Mais j'aimerais qu'on me comprenne très bien. J'aimerais que les Africains me comprennent très bien, parce que toutes les lectures que j'ai faites sur le conscientisme de Nkrumah, tout sur le lumumbisme, j'ai constaté qu'il y a des Africains qui ont dit non et qui sont restés tels quels. Et il est aujourd'hui important que ceux qui prennent les armes sachent qu'ils ne tuent pas les Français. Ce sont les Africains qui meurent, ce sont les Tchadiens qui meurent, ce sont les Guinéens qui meurent, ce sont les Libériens qui meurent et ce ne sont pas les Français. Donc il faut s'affranchir de cette colonisation tutélaire. Voilà ma position, Dr Sow. Et je refuse que vous m'insultez parce que je connais très bien l'histoire de l'Afrique. Alors Serge Soro, est-ce que le chef de l'État Paul Biya est un nationaliste au regard des actes qu'il a posés depuis qu'il est à la tête du Cameroun? Je n'en ai pas l'impression. La Camraille était camerounaise. SNEC, je ne sais pas si ça existe. Sonel, je ne sais pas si ça existe. Sotuk, ça existe. J'ai la liste, quand j'étudiais le cas de la démocratie au Cameroun, de 160 entreprises qui ont disparu sous M. Paul Biya. Qu'est-ce qui a été nationalisé?
sous M. Paul Biya. Je vous dis ceci, et parce que pour moi, ce n'est pas là le débat. Vous voyez, je voudrais qu'André Luther dise une chose avant qu'on avance, parce que c'est une insulte envers les Africains. Quand on vous met un canon à la tempe et qu'on vous dit de tuer votre mère, vous n'êtes pas responsable. Sauf si il veut qu'on dise que je l'ai insulté. Vraiment, il ne faut plus redire ça sur un plateau de télévision. Non, moi je vous n'allez jamais ouvrir la bouche pour dire que les Juifs ont mis Hitler au pouvoir. Si vous le dites, vous êtes censuré dans le monde entier. Vous ne pouvez pas venir sur une chaîne aussi sérieuse. C'est incompréhensible parce que c'est lugubre. Mais je suis en train de vous dire que les Africains sont responsables de ces massacres. Non. Autant que les Français. Non, il n'y a pas de... Quand un soldat dans l'armée, laissez-moi vous raconter la leçon parce que j'en ai la formation. On nous a appris que le soldat exécute intégralement les ordres tels qu'on lui sont donnés parce que la responsabilité de l'exécution de ces ordres échoua au supérieur qui les donne. Monsieur, je suis désolé et je pense qu'il vous faut penser à une autre émission où nous viendrons dire aux Africains la vérité, nous les panafricains et les patriotes. Vous parce que ceux qui gouvernent, vous croyez que vous êtes le seul à le connaître. Je vous en prie, André Luther, il a la parole. Dans une bulle. Nous ne les insultons pas. Ce sont les exigences de la gouvernance. Sauf qu'il ne gouverne pas pour nous puisqu'il a reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Il dit très bien que ces gens qui sont des agents commerciaux des comptoirs coloniaux, parce que nous sommes encore en colonie. Les exécutants. Ils sont des exécutants, il a dit. Sauf si, en disant, il n'a pas pensé. Et justement, au Cameroun, il y a ceux qui pensent et ceux qui dépensent. Malheureusement, pour lui, il est souvent du côté de ceux qui dépensent. Il ne pourra jamais dire que les Juifs sont des auteurs de la Shoah. On ne fera pas le débat. Il me dit. On ne fera pas le débat sur... des colonisateurs. On ne fera pas le débat sur l'histoire des Juifs victimes du nazisme dans le monde. Voilà. Il faut donc qu'on arrête d'insulter les Africains que les Juifs ont quand été on veut victimes défendre... du nazisme. Restons sur la question de fond, s'il vous plaît. Voilà, la question de fond... à ce néocolonialisme. Voilà, il faut donc qu'il exclue. Il faut qu'il exclue de la responsabilité. C'est ça que je veux. Parce que la victoire du colon, c'est de disparaître derrière le rideau, mais de continuer à coloniser et de faire croire aux gens que ce n'est pas lui. Or, c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que j'ai fait appel à l'autre élément, malheureusement. Vous comprenez donc que même pour l'Africain, il faut s'interdire sur les plateaux d'imaginer que les Africains ont colonisé. Parce que le dire, c'est dire qu'ils ont colonisé. Ils ont été victimes de la colonisation qui continue. Et à partir de ce moment, la bataille commence donc et on se met en ordre. Ce que je veux aussi ajouter, c'est que, vous voyez, c'est triste. Il dit qu'on va construire ensemble l'émancipation de nos peuples, mais on n'est pas d'accord sur les causes de la défaite. Vous ne pouvez pas. C'est quand vous avez fait le bon diagnostic et que vous avez identifié ensemble et vous êtes d'accord que c'est ça le mal, que vous pouvez construire ensemble. Sinon, la guerre continue. Il prétend que prendre les armes, c'est mauvais. Mais écoutez, quand la confiscation du pouvoir, quand vous bouchez toutes les règles d'accès à la gestion du bien pour le peuple, vous croyez qu'il reste quoi? Il reste la guerre. Et oui, et le Cameroun n'y a pas échappé. Il y a eu combien de coups d'État au Cameroun? Vous ne le connaissez pas? La paix, ce n'est pas la paix des cimetières. Le Cameroun n'est pas en paix. On n'est pas en paix quand on dort affamé. On n'est pas en paix quand on reste sur une moto 24 heures sur 24 dans un carrefour, monsieur Meka. Le Cameroun n'est pas en paix. Boko Haram a pris 3 régions. 2 sont au nord-ouest et au sud-ouest. Cho Ayaba n'a rien à y voir. Si Cho Ayaba en est arrivé à dire qu'il faut prendre les armes, mais c'est parce qu'il ne voyait pas les perspectives même dans la décentralisation. Le maire est là. Moi, j'ai un maire. Les gens construisent. Prenons la moto, allons dans les rues du Cameroun. Chaque famille est en train de construire une baraque sur la chaussée pour vendre la tomate, l'igname et tout ça. Ce n'est pas une république. Nous ne sommes pas en république, c'est quand vous voyez ces images, et quand vous voyez ces images, quand vous voyez ces images, c'est le conflit social potentiel parce que dès que vous allez raser ces gens, c'est de la caricature que vous faites. C'est pas de la caricature. Descendons en rue devant Equinox, devant Equinox là. Oui. Les Camerounais qui ont marché avant-hier, les Ben Sikineurs qui ont marché avant-hier à Yaoundé étaient contents de leur pays. Ceux qui sont en prison pour leur liberté sont contents. Vous prenez des cas isolés. Je vous en prie, c'est comme ça que ça commence. Mais c'est comme ça. Le problème avec vous, c'est que vous êtes comme un
un homme normal qui refuse de voir. Donc vous êtes pire qu'un aveugle. C'est comme ça que ça commence. Est plein d'insultes dans ça. C'est comme ça que ça commence avant d'imploser. Vous comprenez, hein? Ça commence tout doucement comme ça. Allez nettoyer le marché Congo si vous n'allez pas voir la civile au Kadouala. Mais comment en est-on arrivé que tout un marché soit sur la chaussée? Si on a une bonne gouvernance, ça n'arrive pas. Parce que chacun reste à sa place. Allez remettre de l'ordre au carrefour de Koti. Vous savez, je vais vous faire une confidence. On a nommé un préfet ici une fois. Il a fait dans son discours une déclaration qu'il va résoudre le problème de Ndokoti. Le soir, le gouverneur l'a appelé. Le gouverneur de la région de l'époque l'a appelé. Il lui a dit... Ce sont des anecdotes. Je peux, dans mon livre qui sort bientôt, j'ai cité les noms. Vous aurez le temps de lire. Il lui a dit, vous allez toucher à tout, sauf à Ndokoti. Et pourquoi cette parce que si vous enlevez ces gars qui survivent à Ndokoti, Douala implose. Et si Douala implose, le Cameroun prend feu. On ne peut donc pas gérer un pays avec une épée de Damoclès sur la tête. Et mon problème n'est même pas ça, parce que ça, ce sont des conséquences, des métastases d'un cancer qui est ailleurs et qui est la France. Sans dilution de sa responsabilité, c'est la France seule. Alors justement... Pourquoi? Donnez-moi un mot pour le dire avant. Vous l'avez dit, nous permettons à d'autres de réagir pour avancer dans le débat. Edmond Kangia, au-delà de la responsabilité des anciennes, des puissances qui ont administré le Cameroun sous la SDN et sous les Nations Unies et l'Afrique centrale principalement, comment appréciez-vous cette attitude des dirigeants africains qui, lorsqu'ils sont en manque de popularité sur le continent, agitent le chiffon rouge de la France pour s'attirer les faveurs de leurs compatriotes, alors qu'il y a des réalités indescriptibles comme celle que vient d'évoquer Serge Soro? Je voudrais d'abord vider un petit problème mal cerné par M. Meka lorsqu'il a parlé des coups d'État. Il a dit tout à l'heure, enfin, un peu au début de l'émission, qu'il n'y avait pas eu coup d'État au Tchad. Je voudrais qu'on vide d'abord ce petit contentieux que nous avons déjà géré ici sur ce plateau dimanche dernier, pour lui dire qu'effectivement, s'il ne le sait pas, il y a eu coup d'État au Tchad. Il y a eu coup d'État parce que c'est un pays qui a une constitution. Si on est dans une situation où même vous avez reconnu que Idriss Déby a été assassiné, donc il est mort. En cas de décès, en cas de vacances du pouvoir, en cas de décès, d'empêchement ou de démission, il est prévu dans la constitution tchadienne que celui qui assure l'intérim, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et au cas où lui, il ne le peut pas, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et la constitution tchadienne le précise clairement, ce mécanisme de dévolution du pouvoir qui a été mis entre parenthèses par le conseil militaire tchadien. C'est-à-dire, il a dissous, le président Idriss Déby Itno, le fils, avec son équipe de 15 généraux, on dissout toutes les institutions. J'ai dit la constitution, j'ai dit le gouvernement, le parlement. C'est-à-dire en réalité que aucune des autorités ne pouvait plus avoir mot au chapitre. C'est un changement. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est un changement antidémocratique. C'est un changement anticonstitutionnel. Et la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, considère tout changement anticonstitutionnel comme un coup d'État, un putsch. C'est le premier cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure où il y a changement anticonstitutionnel. Donc, c'est un coup d'État. Je voulais qu'on soit rassuré là-dessus avant d'avancer, M. Meka. Vous ne le saviez peut-être pas. Je vous renvoie lire la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Parce que c'est le même réseau qui continue la gestion du pouvoir. Est-ce qu'il y a donc coup d'État à ce niveau? Monsieur Meka, vous ne m'avez même pas écouté. Je vous ai dit qu'il y a eu coup d'État. Ok. Parce qu'il y a changement anticonstitutionnel. Point. Un push, un coup d'État est un changement anticonstitutionnel. Et si ça arrivait au Cameroun, je dirais la même chose. Il y aurait coup d'État chaque fois qu'il y a push ou changement anticonstitutionnel. Chaque fois que les institutions ont été mis entre parenthèses, dissous. Vous devriez dire merci pour la leçon. C'est discutable. Monsieur Meka, Edmond Kangia, après ces précisions, est-ce qu'on peut avancer dans... C'est un cours de droit et de sciences politiques que je vous donne gratuitement. Je vous renvoie même dans les lectures. Avançons dans l'émission, Edmond. Je vous en prie. C'était important avant de continuer. Maintenant, au niveau... Il y a eu toute une série de débats tout à l'heure auxquels je n'ai pas fait partie et pour lequel j'aimerais intervenir. Je crois que la question que vous me posez rentre un peu dans ce sillage, c'est-à-dire la responsabilité non seulement de l'ancienne puissance coloniale,
mais également des dirigeants qui les ont succédés et qui continuent dans la même lancée, non pas à apporter aux populations le bien-être, le standard de vie dont on parle, l'UPC, le bien-être des citoyens, le standard de vie de la population, mais à paupériser davantage les citoyens. Et curieusement, on a l'impression que les dirigeants qui ont succédé aux Blancs, et cela m'amène à citer l'œuvre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire, en réalité, ceux qui remplacent les Blancs, qui ont colonisé la plupart des pays africains, se comportent exactement comme des Blancs. Pourtant, ils sont des Noirs. Donc, c'est l'aliénation du Noir. Le Noir est aliéné. Il est indigène. C'est comme ça que le colon l'a appelé, l'indigène. Puis, quand il a fait des études avancées, on a dit qu'il a été évolué. Mais il ne considère son évolution que par rapport au colon. Et c'est pour cela qu'il applique exactement tout ce que le colon lui a mis dans la tête. Ça m'amène à citer un ou deux extraits rapidement du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, un ouvrage qui est apparu en 1950 pour la première fois, avant d'être réédité après en 2004. Voici un extrait pour mieux comprendre et rentrer pleinement dans le sujet du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Il dit ceci par exemple: entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées. Je dis bien des élites décérébrées, des masses avilies, aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chion, en chicotte, et l'homme indigène en instrument de production. Et la phrase qui suit dans cet extrait: à mon tour de poser une équation, 2 points, Aimé Césaire dit colonisation égale chosification. Et si vous le permettez rapidement, je vais lire le second extrait avant de continuer. Il dit par exemple ceci également, Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme: j'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, des niveaux de vie élevés, au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Fin de citation. Et cet extrait, ces deux extraits que j'ai cités, vraiment parlent beaucoup d'Aimé Césaire. Et pour revenir à Frantz Fanon dont je parlais tout à l'heure, qui a beaucoup écrit dans le même sillage, qui s'est inspiré de l'expérience de la guerre algérienne, qui a publié des ouvrages intéressants comme Les damnés de la terre, comme Peau noire, masque blanc, je le disais tantôt, mais surtout l'ancien de la révolution algérienne. C'était un psychiatre, Frantz Fanon. Et il a beaucoup élaboré sur les conséquences de la guerre coloniale au niveau de l'esprit même des peuples colonisés, de ceux qui allaient diriger par la suite. Il y a décelé même des troubles mentaux. Donc, il y a beaucoup à faire pour sortir de cette situation dans laquelle les colons nous ont rendus décérébrés. Pour répondre directement à votre question, oui. Monsieur Noufélé, je voudrais dire que l'impact est grand, c'est-à-dire les conséquences de la colonisation sur les esprits des Africains, sur les esprits de ceux malheureusement qui ont pris le pouvoir. Parce que ceux-là qui sont préparés à prendre le pouvoir, qui ont fait des luttes d'indépendance pour libérer leur pays, étaient mieux préparés. D'ailleurs, on le voit avec l'Algérie, c'est le FLN qui a pris le pouvoir, ils ont réussi à se démarquer. Et je peux vous dire aujourd'hui, ceux qui ont fait le FLN, hier comme aujourd'hui, il y a un esprit FLN qui fait d'eux des patriotes. Et c'est au cœur de toutes les révolutions que l'on voit en Algérie. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement à ceux qui vont participer à ce sommet Afrique-France
Vous savez, un Camerounais, Achille Mbembe, fait partie de ceux qui ont été sélectionnés par le président français en vue d'une discussion à bâton rompu sur la question des relations entre la France et l'Afrique. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous sommes à pratiquement 2 à 3 mois de ce sommet très attendu au regard de la situation qui prévaut sur le continent africain. Alors là, c'est un sommet très intéressant. Je pense que l'Afrique, à travers tous les intellectuels, les hommes politiques, comme la société civile, tout le monde est intéressé par ce qu'il va peut-être se dérouler là-bas. Mais il y a plein de questionnements. Beaucoup se demandent dans quelle histoire Achille Mbembe, notre compatriote, est allé se fourrer avec Emmanuel Macron. C'est la première question que beaucoup se posent, notamment les intellectuels, connaissant l'histoire de l'intellectuel qu'est Afrique Mbembe, connaissant ses ouvrages, connaissant son parcours, sa trajectoire, les difficultés qu'il a connues, non seulement dans son parcours d'intellectuel, mais également dans ce qui peut apparaître comme étant son côté d'intellectuel indocile. C'est-à-dire, un intellectuel qui n'est pas un intellectuel organique de l'État et qui tient un discours qui n'est pas en phase avec le discours de l'État, des États africains qui, globalement, se soumettent à la pression de l'Occident. De le voir accepter ainsi une telle rencontre, accompagner ces rencontres. J'ai lu plusieurs publications, notamment des entretiens qu'il a publiés à RFI, à Jeune Afrique. Il a essayé de défendre sa position. Il dit globalement qu'il a accepté cette mission d'accompagnement parce que Emmanuel Macron l'a sollicité pour redéfinir les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France. Il estime que c'est une opportunité pour dire à la France, en face d'elle-même, c'est-à-dire la France, le pouvoir français, ce que l'Afrique attend de la puissance, de l'ancienne puissance coloniale française, notamment par rapport à ses anciennes colonies, notamment au pays où la France est passée, et a laissé des stigmates, ou alors des choses indélébiles. Il estime que dans l'organisation qu'il a préparée, parce qu'il a associé beaucoup d'intellectuels africains de plusieurs secteurs à cette rencontre-là qui va se dérouler à Montpellier au mois de juillet prochain. Mais est-ce que, une autre question que je vais poser, est-ce que Achille Mbembe et tous ceux qui l'accompagnent dans cette mission auront la capacité de faire passer le message qu'ils souhaitent à la France et que la France réussira à appliquer ce que eux ils veulent faire passer pour l'Afrique dans les fondamentaux de la relation Afrique et France. Maintenant, mon commentaire et mon analyse de la question, c'est que au départ, j'ai été de ceux qui ont estimé de bout en bout que ça ressemblait à une attrape-nigo, cette rencontre. Et vu ce qui s'est passé au Tchad, parce que l'actualité nous donne de connaître ce que la France, à travers Emmanuel Macron et à travers d'ailleurs tous ceux qui l'ont précédé, ont toujours dit et pensé depuis De Gaulle de l'Afrique. L'Afrique n'est rien, la France n'est rien sans l'Afrique. La France n'est rien sans l'Afrique. Est-ce que cette rencontre-là va contredire, n'est-ce pas, cette phrase du général de Gaulle, qu'il faut garder la France toujours avec soi, parce que si on s'éloigne, si la France s'éloigne de l'Afrique, elle perdra beaucoup de ses ressources qui font d'elle la puissance militaire qu'elle est, la puissance économique qu'elle est, et surtout le membre du Conseil de sécurité qu'elle est. N'oubliez pas l'uranium du Niger. Mais c'est ça qui fait la force de la France. C'est ça qui fait d'elle une puissance nucléaire. Mais que devient le Niger depuis son indépendance jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que le Niger profite de son uranium? Est-ce que cela aide le Niger à sortir du groupe des pays les plus pauvres du monde? Donc, je pense que à la fin, il faut peut-être, je dis bien, il faut peut-être voir ce qui va se passer lors de cette rencontre pour savoir si, effectivement, Achille Mbembe va réussir à faire passer un certain nombre de messages à la France
qui permettent de redéfinir les fondamentaux. Mais si vous le permettez, M. Noufele, je peux donner quelques éléments qui vont permettre d'enrichir le débat sur ce que l'Afrique attend de la France. Vous allez le faire tout à l'heure. Avant André Parce que je Luther suis pas Meka. d'accord de sa définition conventionnelle du coup d'État. Avant André Luther Il n'y Meka. a pas eu prise de pouvoir. Vous l'avez dans la dit, baisse. il a donné notre point de vue. Avançons dans le Oui, débat. Guy Laurent Kwame, alors il y a cette relation entre la France et l'Afrique au regard des événements vécus au Tchad et dans d'autres pays africains francophones qui ont été administrés et colonisés par la France. Pour vous, comment défaire ces liens du néocolonialisme? Je voudrais d'abord, en répondant à votre question, parce que tout à l'heure il y a beaucoup de développement et il y a beaucoup d'amalgame. Et concernant nos offres politiques, par exemple, j'ai constaté que le représentant du RDPC fait absolument tout pour nous solidariser de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique concernant nos relations avec la France. Donc il est important pour nous de lui dire qu'il faut opérer si vous voulez. C'est votre président qui s'est autoproclamé président par le soutien de la France. Donc je suis en train de dire qu'il faut absolument opérer la différenciation. Il allait demander l'asile en France. Tu es au courant? Vous êtes bien tenu depuis le début de ce débat. Bon, mais là, vous entrez rapidement dans la boue, comme vous allez le faire dans les réseaux sociaux. Restez responsable. Non, je ne parle pas des réseaux sociaux. Parce que vous dites des choses, Non, je absolument pas. Je n'entre pas dans les réseaux sociaux. Je vous donne l'information. Allons donc, quelle information? Allons donc sur un débat qui soit responsable et arrêtez de descendre dans la boue comme vous avez l'habitude. Non, moi je ne descends pas dans la boue. Ne faites pas faites la différenciation. Tout à l'heure, il y a eu un discours ultra pessimiste du côté du représentant de l'UPC qui estime qu'aucun parti politique camerounais, sinon seulement l'UPC, travaille pour la véritable décolonisation. Je dis que ce n'est pas vrai. Il faudrait qu'on pense que depuis Oumniobé quand même, il y a des Camerounais qui ont une conscience nationaliste et qui se sont toujours battus pour que la décolonisation s'opère, pour qu'on sorte enfin de l'esclavage dans lequel nous continuons malgré tout à être. Donc, nous devons tout faire pour que les valeurs démocratiques, on doit se battre ensemble pour que les valeurs démocratiques nous amènent vers un continent totalement décolonisé. Nous avons vu tout à l'heure ici, Cédric, parce que c'est important que l'on remarque, que le représentant du RDPC nous a dit qu'en cas d'exception, l'armée peut protéger le pouvoir. Il a dit protéger le pouvoir. Mais protéger le pouvoir de qui? Le pouvoir du peuple? Bien sûr. Ou bien le pouvoir d'un individu? Parce que si c'est le pouvoir du peuple, alors qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Pour que le fils d'un président dise que non, je vais prendre le pouvoir pour moi, et puis que la France dise, ok, nous acceptons que ce monsieur puisse prendre le pouvoir, on verra ce qui va se passer ensuite. Et que monsieur Luther Meka vient insidieusement ici nous proposer ce qu'il appelle la succession héréditaire. C'est ce que je vous ai proposé. Et il essaie de développer cette notion en plein dans un état aussi que nous voudrons démocratique comme le Cameroun. Non, monsieur Meka, soyons sérieux. Sachant que si vous et nous voulons un pays en paix, comme vous l'avez dit, il faudrait bien qu'on respecte les règles et que tout le monde, tous les Camerounais, puissent savoir qu'ils ont une chance de proposer un Cameroun qu'il veut et de le proposer à la population et non que l'armée se dise qu'elle a protégé le pouvoir d'un individu. Lorsqu'un pays est instable, les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités. Et nous avons vu que tout à l'heure aussi, notre ami de l'UPC nous a dit que pour que la démocratie se fasse, il fallait absolument être violent. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent et aillent dans les bureaux de vote et aillent dans les bureaux de vote protégés. J'ai entendu ce discours ailleurs. Voilà. Il y a un député dans ce pays qui nous a dit qu'il avait pris des bidons de carburant pour qu'on puisse valider les faits. Oui. Donc je sais exactement. Je ne sais pas, mais je sais que la démocratie il y a un lien. Excusez-moi que je voudrais bien poursuivre. En vous disant qu'aujourd'hui on voit qui sont les partis politiques violents. Parce que nos amis politiques sont incarcérés parce qu'ils ont utilisé des méthodes pacifiques pour faire des revendications. Il y a le respect des lois. Dans tout pays, il y a le respect des lois. Vous avez l'armée. Notre ami a dit qu'il peut taper sur comment on appelle ceux qui contrôlent les élections dans les bureaux de vote. Et un député ça peut arriver s'il y a des cas. Ne confondez pas des choses. Je ne confonds rien. Écoutez, quand vous vous mettez en route là. Non, oui, mais si vous commencez à vous égarer comme ça, vous allez distraire les gens. Je dis
que Je si vous les en gens... prie et que je pouvais développer. J'ai dit que Si vous si ne les pouvez gens... pas Je vous en prie, je vous en prie, Il y a un messieurs. cas, vous ne me Allez, reprenez pas. je Si vous en prie. vous me reprenez in extenso, et là c'est fidèle. Si vous tordez mon propos, j'ai le droit de le corriger. La thèse Ce que vous je voulez voudrais... développer, Permettez qu'on avance dans le débat, messieurs. La thèse que je voudrais développer devant les Camerounais, c'est que nous avons la preuve de qui est un parti politique violent au Cameroun et qui est le parti politique qui a proposé un changement d'avenir dans la paix. Et on le voit très bien. l'UPC a C'est ce que je toujours voudrais... proposé la paix. C'est ce que je Parce voudrais... que l'UPC n'a jamais pris les C'est ce que je armes voulais pour que les demander Camerounais l'indépendance du comprennent. Cameroun. D'ailleurs, pour ce qui le savez, au moins. concerne le Tchad, quand nous avons eu des événements qui sont passés au Tchad, l'un des seuls hommes politiques qui s'est rapidement, je dis bien seul homme politique, qui s'est rapidement exprimé sur la question, avant même que la France ne change d'avis, c'est Maurice Kamto qui a demandé un dialogue inclusif au Tchad et qui a demandé le respect de la Constitution en soutenant le peuple tchadien. Il est important que les Camerounais comprennent cela. Donc, nous voulons vous dire aujourd'hui que nous devons continuer à accompagner les populations tchadiennes, comme Maître Tchapi l'a dit tout à l'heure. Accompagner les populations tchadiennes, s'il vous plaît, à mettre la pression. Si vous avez observé, quand M. Macron a fait son premier discours d'adoubement, il a fait un tweet, parce que c'est important de le relever, c'est aussi là qu'on sent la pression. Il a fait un tweet sur la question de la dévolution du pouvoir au Tchad en disant qu'il fallait d'abord protéger le pouvoir. Il y a eu en 1 heure près de 4000 commentaires de jeunes Africains qui soient dans la diaspora ou au Cameroun, qui lui disaient de faire attention, sinon il va trouver les populations africaines en face de lui. Donc il est important de dire à notre ami, que ne mélangeons pas tout le monde, ne disons pas que non, les Africains ne font pas, ne disons pas que non, il y a des gens qui ne travaillent pas à ce que nous puissions obtenir notre liberté totale. Non, il y a une jeunesse consciente, il y a une classe politique camerounaise et africaine de plus en plus consciente, qui est au niveau des enjeux et qui nous dit simplement, mettons-nous à l'action. Et c'est ce que le MAC a commencé à faire et nous demandons aux autres partis politiques, travaillons ensemble pour arrêter la furie du RDPC, pour arrêter ce parti politique qui veut nous ramener absolument dans la dictature. Alors, André Luther, vous avez défini, selon votre perception, les différents acteurs qui favorisent le néocolonialisme. À l'approche de ce sommet France-Afrique, au-delà d'Achille Bembe, il y a les dirigeants africains qui sont critiqués pour la qualité de leur gouvernance et qui sont accusés d'être des agents favorisant ce néocolonialisme lorsque leurs intérêts visant à rester au pouvoir sont mis en danger. Comment, selon vous, doit-on défaire ces liens du néocolonialisme? J'ai même l'impression que vous ne voyez pas le glissement qui existe aujourd'hui entre la conscience des chefs d'État africains et l'inconscience de la société civile. Aujourd'hui, les chefs d'État africains sont de plus en plus conscients de leur État africain et de leur peuple. Mais vous avez parlé d'Idriss Déby. Vous voyez le président Biya, par sa façon d'agir, par sa façon de pouvoir mettre un certain nombre de structures sur pied, montre qu'il y a une autonomisation de l'économie et une certaine vision africaine. Aujourd'hui, la France-Afrique a des pions, contrairement à ce que vous croyez les dirigeants, qui participent de la société civile, qui sont inféodés dans les sociétés et qui sont notamment les relais de la métropole. Mais vraiment, je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à voir ça. Lorsque vous parlez d'Achille Bembe, Achille Bembe, ce n'est pas un chef d'État. Achille Bembe, c'est un intellectuel qui se rapproche de Macron. Il y en a plusieurs comme ça. Et peut-être même sur ce plateau. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est quoi? Je le dis et c'est très important. Parce que j'ai vu comment M. Edmond Kangiama a lu une définition conventionnelle. Il voulait me parler notamment, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je suis allé rendre compte au président français Macron. Vous avez entendu un président le dire? Je suis allé rendre compte à M. Macron. André Luther a la parole, André Luther. Il a dit, je ferai un compte rendu. Je suis allé rendre compte. Donc, M. Edmond Kangiama a lu une définition conventionnelle. Comme si nous ne pouvons pas réfléchir sur une définition opératoire. Je répète et je parle d'un traité international. Vous parlez de... Je vous en prie, André Luther, on passera... André Luther a la parole. C'est un document signé par le Cameroun. Vous avez donné votre point de vue, Edmond Kangia. André Luther. Elle ne peut pas être mise en cause. Signé par le Cameroun. Elle ne peut pas être signé et ratifié par le Cameroun. Elle ne peut pas être améliorée. Mais pas avec vous. Je vous en prie, messieurs, André Luther a la parole. Il y a un dialogue avec vous. André Luther a la parole. Allez-y, André Luther. Dans quel cadre? Cette pollution sonore démontre votre faiblesse. Je voudrais signifier que pour moi, il n'y a pas eu coup d'État
au Tchad. Et j'assume. Votre position a été bien parce qu'il n'y a comprise. pas eu prise de pouvoir par le camp en face et par les armes. Il y a quoi eu, le camp d'en face? il y a eu Le camp d'en face, un, une c'est quoi le cons- camp il y a d'en eu face? un coup d'État constitutionnel selon M. Edmond Kabila. Est-ce que- est-ce Mais que- Vous je allez- vous en je vais prie. vous laisser. André Luther a la parole. Alors, André Luther, vous estimez qu'il n'y a pas eu coup d'État au Tchad, mais on observe que depuis l'arrivée d'Idriss Déby Itno, en 30 ans d'exercice du pouvoir, il y a eu d'importantes contestations de son pouvoir, de sa longévité à la tête du pays. Quelques semaines avant cette élection présidentielle, Succès Masra, l'un des leaders politiques tchadiens, l'a rencontré et lui a demandé de renoncer à cet énième mandat présidentiel, de ne pas briguer ce mandat. Et quelques semaines après, on voit les conditions encore floues dans lesquelles le président tchadien est décédé. Est-ce que pour vous, ce néocolonialisme-là, qui est brandi par les chefs d'État, disant qu'ils sont devenus des panafricanistes, est-ce que ce n'est pas un chiffon qui est agité pour justifier la longévité au pouvoir et la malgouvernance de certains dirigeants africains, comme c'est le cas en Afrique centrale? Il y a une sorte de dynamique du dedans et la dynamique du dehors. La dynamique du dedans revient à ce que le peuple souverain devrait être le détenteur unique du pouvoir et qui donne ce pouvoir à qui il veut selon les élections. C'est important de le savoir. La dynamique du dehors, c'est la dynamique des partenaires politiques qui peuvent accompagner un certain nombre d'hommes politiques et qui peuvent nécessairement, par rapport à cet accompagnement, demander un certain nombre de garanties et demander un certain nombre de clauses. Mais je suis en train de vous dire, par rapport à cela, qu'il faut un affranchissement de cette colonisation tutélaire. Et cet affranchissement, le seul pouvoir est de rentrer dans la dynamique du dedans, c'est-à-dire le peuple souverain doit être le seul détenteur du pouvoir. Et aujourd'hui, cela est démontrable. Cela est démontrable aujourd'hui dans tous les pays que lorsque le peuple te soutient, lorsque le peuple est avec toi, effectivement, tu as un pouvoir régalien qui vous permet d'agir même en face, n'est-ce pas, de ceux qui attaquent de l'extérieur. Et pour moi, c'est l'une des solutions. Je suis tout à fait d'accord, M. Edmond Kamia, qu'il est important de respecter la Constitution. Mais je dis qu'il y a des méthodes exceptionnelles lorsqu'il y a du désordre et du chaos dans un pays. L'armée prend ses responsabilités. Toutes les constitutions africaines disent que en cas d'empêchement, de démission ou d'invalidité d'un président, soit le vice-président, soit le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, assure l'intérim. Mais pour le cas du Tchad, effectivement, il y a eu certainement une fuite en avant des responsabilités parlementaires qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et c'est pour ça que... Je vous en prie, André Luther. C'est pas ça. Oui, André Luther. Allez-y. Vous avez la parole. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui qu'un certain nombre de règles soient respectées. Je dis la règle de droit doit être respectée et contrairement à ce que vous pensez, au Cameroun, il y a toujours eu des élections et il y aura les élections. Et cette succession dynastique dont vous parlez serait effectivement taxée de dynastique si ceux-là ne passent pas par les élections. Dès lors qu'ils ont la capacité, comme les autres Camerounais, de participer aux élections, je crois qu'ils en ont le droit. Alors, Maître Lavoisier Tsapi, comment on défait ces liens du néocolonialisme sur le continent africain? Qu'est-ce que vous proposez en marge de ce sommet France-Afrique? Il y aura des chefs d'État ouest-africains, ceux d'Afrique centrale et ceux de l'Afrique australe également, ceux du Maghreb qui seront présents en France pour discuter des enjeux géostratégiques et géoéconomiques avec la France. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à ces liens du néocolonialisme, surtout en Afrique centrale et principalement au Cameroun? La première chose que je vais dire, c'est que je me suis toujours posé la question, à quoi sert le sommet France-Afrique? Pourquoi nos chefs d'État acceptent-ils de se faire infantiliser comme ça? La France a colonisé des États en Asie. Pourquoi il n'y a pas un sommet France-Asie? Pourquoi la France ne réunit pas les chefs d'État asiatiques? La France a colonisé le Vietnam, le Laos et beaucoup d'autres États en Asie. Pourquoi il n'y a pas un sommet France-Amérique? Pourquoi c'est seulement l'Afrique? Ça, c'est la preuve que la France est décidée à maintenir le néocolonialisme dans notre pays, dans nos États africains. Mais de tels sommets existent dans plusieurs continents. Oui. Il y a eu le sommet Russie-Afrique, Chine-Afrique, il y a eu Chine-Afrique, il y a eu les États-Unis également,
Barack Obama a rencontré plusieurs chefs d'État africains. Est-ce que cette coopération multilatérale entre les principales puissances industrielles et les pays africains, est-ce que c'est un problème selon vous? Oui. Et le problème il faut faire la différence entre la France et les autres États et les autres grandes puissances. Regardez par exemple les pays d'Afrique noire anglophones colonisés par la Grande-Bretagne. Il y a des démocraties là-bas. Au Ghana, il y a des démocraties. Au Nigeria, il y a la démocratie. Au Kenya, il y a la démocratie. En Afrique du Sud, après l'apartheid, des régimes démocratiques se sont installés et on a vu les conséquences, l'impact sur le développement de ces pays-là. Et qu'est-ce qui explique cette différence? Maintenant, ce qui explique la différence, c'est que la France, le général de Gaulle, ne l'oublions pas, en 1959, le général de Gaulle, pour donner des indépendances fictives aux États d'Afrique noire francophone, façonne des accords de coopération qui font des richesses africaines, les richesses des États d'Afrique noire francophone, la propriété de la France. On signe des accords de coopération économique, des accords de coopération militaire. L'armée française est là pour appuyer les sociétés françaises à maintenir l'exploitation de nos États. Nous avons vu au Cameroun les cas les plus récents. Le deuxième pont sur le Vouri, c'est une société chinoise qui a gagné le marché à 60 milliards. La France a obligé le gouvernement camerounais à annuler ce marché, à donner ce marché à la France à 100 milliards. 2 fois plus cher, oui. C'est-à-dire qu'on nous a obligés à perdre 40 milliards sur un pont, parce que c'est la France. Après, il y a des sous-traitants chinoises pour faire le pont. Bolloré avait perdu le marché de dragage du port autonome de Douala. François Hollande, président de France, a atterri au Cameroun, a fait une visite d'1 jour pour obliger Paul Biya à annuler ce marché, parce que c'est un consortium Dubai Port Authority qui avait gagné ce marché. Mais il y a eu François Mitterrand est descendu au Cameroun. Mais il y a eu des dénonciations de manœuvres. Mais dans ce cas, obligé à donner ce marché à Bolloré. Mais Tapi, dans certains cas, il y a eu des dénonciations de ce que les procédures régulières de passation des marchés n'ont pas été respectées, et il y a eu une intervention visant à remettre en cause la procédure et la relancer pour favoriser l'entreprise la plus compétitive. Est-ce que vous ignorez aussi vous parlez du cas le plus récent. Le cas dont je parle remonte à 7-8 ans. Vous parlez du cas le plus récent qui vient de se passer au port autonome de Douala, où les tribunaux ont été saisis. Mais pour le cas dont je parle, les tribunaux n'avaient jamais été saisis. C'était juste un exemple. Pour dire que le problème des États africains, c'est que nous n'avons pas de chef d'État nationaliste. Nous avons des gens qui savent qu'ils sont au pouvoir par la force de la France. Et que si les Français ne veulent pas, ils ne seront plus là. Et qui travaillent pour plaire à la France et non pour développer leur peuple. Regardez ce qui s'est passé avec Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ouattara, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont mis Ouattara. C'est la France qui a tout fait pour que Ouattara prenne le pouvoir. Parce que Gbagbo avait pris des relents nationalistes. Donc le problème au Cameroun, pourquoi est-ce que le professeur Anomangu, au plus fort du sida, a trouvé le remède contre le sida, Vanivax, un remède qui soignait le sida? C'est un ministre camerounais, Urbain Olangena Awono, ministre de la Santé publique, qui a tout fait pour tuer dans l'œuf ce projet, parce que l'ONU-SIDA versait des milliards au Cameroun. C'est un ministre camerounais qui, manipulé par les grandes puissances, a mis fin. On ne fera pas un procès d'intention au ministre Urbain Olangena Awono. Vous savez qu'il y a un process scientifique d'évaluation d'une thérapie ou d'un vaccin par rapport à une maladie. Et si la communauté scientifique internationale n'a pas validé un tel process, il sera difficile pour un produit d'être utilisé dans les hôpitaux ou dans le protocole à adresser à un malade. Oui, ça c'est ce que les Blancs ont mis dans nos têtes pour nous infantiliser et pour nous empêcher de croire à nos potentialités et à nos possibilités de nous développer par nous-mêmes. Mais je pense que le problème des États noirs d'Afrique francophone,
c'est l'émancipation du leadership. Tant que nos chefs d'État, nos ministres et nos hauts fonctionnaires, tant que l'élite intellectuelle africaine ne comprendra pas que il faut travailler pour son peuple et non travailler pour plaire aux Blancs. Et c'est ça le problème avec l'UPC en 1958. Parce que l'UPC s'était battu pour qu'il y ait une vraie indépendance au Cameroun et que ceux qui prennent le pouvoir soient ceux qui sont votés par les populations et qui travaillent effectivement dans l'intérêt de ces populations. C'est ça qui a fait tuer l'UPC. Et la France ne s'est jamais départie de cette démarche-là. Quand vous voyez ce qui se passe au Gabon, le pétrole, c'est l'enjeu majeur au Gabon qui fait que la France ne peut pas accepter qu'un nationaliste prenne le pouvoir en France. Là-bas au Gabon. Vous allez au Congo, c'est exactement le même scénario. Et demandez-vous pourquoi au Cameroun, notre chef de l'État, je ne sais plus en quelle année, a donné une somme de 7 milliards de francs à une secte franc-maçonne française. Je vous en prie, l'information n'avait pas... On n'ira pas jusque-là. C'était une information dans la presse, mais qui n'avait pas été confirmée par la présidence de la République camerounaise. Maître Tapi. Pour chuter, comme vous demandez quelles sont les solutions. Les solutions, c'est que les jeunes Africains doivent se révolter. Chacun doit se révolter. La révolution doit bouillir dans le sang des jeunes Africains. Nous devons contester, comme les Tchadiens le font là, nous devons contester ce leadership qui a vendu nos richesses aux Européens. Nous devons contester ce leadership qui travaille à ne pas reconnaître les valeurs africaines, à ne pas reconnaître les valeurs camerounaises. Qu'est-ce que le blanc peut faire chez nous que le Camerounais ne peut pas faire? C'est bizarre que 60 années après nos indépendances, on ne soit pas capable de fabriquer la roue d'un vélo au Cameroun, alors qu'on produit le caoutchouc. Qu'on ne soit pas capable de fabriquer le pneu d'un véhicule, alors qu'on produit le caoutchouc. On produit de la banane. Au nord Cameroun, on ne peut pas vendre la banane au nord Cameroun. On produit le café, nous n'en consommons pas. Le prix est fixé à Londres parce que nous n'en consommons pas. Qu'est-ce que le pouvoir fait pour favoriser la consommation de nos produits locaux? Vous avez des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui, dans le chômage, se battent pour inventer. Nous avons vu à l'occasion du Covid des jeunes qui ont inventé des systèmes d'oxygène qu'on pouvait utiliser dans les hôpitaux. Nous avons des jeunes Camerounais qui ont inventé des couveuses. Mais on s'est contenté de présenter ces projets. Et qu'est-ce que le ministère de la Recherche scientifique et technique, qu'est-ce que le ministère de la Recherche a fait pour encourager ces gens-là? Après, vous mettez ça. Nous comprenons que oui, nous n'avons pas dans nos États d'Afrique noire des leaders nationalistes, des leaders qui ont le courage de dire non aux Blancs et de favoriser le leadership et le génie national. C'est dommage. Nous, de la jeune génération, peut-être nos enfants viendront, ils vont peut-être poursuivre cela. Nous devons nous révolutionner. Après, vous mettez ça. Cela et mettre fin à ce genre. Je voudrais que Serge Soro puisse réagir. Vous avez suivi le représentant du RDPC. Il estime que pour le cas du Cameroun, il y a une diversification des partenaires multilatéraux avec l'entrée en scène de la Chine, la Russie, les États-Unis sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et cette diversification a favorisé à ce qu'il y ait une résilience de l'économie. Est-ce que pour vous, ces arguments sont convaincants pour présenter le Cameroun comme un pays d'Afrique francophone ayant fait exception, un pays qui s'est affranchi de ce néocolonialisme, de cette mainmise de l'ancienne puissance colonisatrice? Pas du tout. Il a oublié Israël, qui a un marché privé autour de la présidence de la République et qui a une armée privée pour Paul Biya. Moi, je ne pense pas, ce n'est pas une émancipation. Parce que tout ça, comme je vous ai dit au début, ce sont des conséquences. Et l'économie camerounaise actuellement ne permet pas à un Camerounais de bien vivre. Ça, il faut, comme il disait tout à l'heure, vous descendez en rue, là, et vous marchez, vous abandonnez votre véhicule et vous allez voir la misère partout. Donc, l'économie, les Camerounais survivent, ils se débrouillent. D'ailleurs, eux-mêmes savent le dire, je me débrouille. Mais comment sortir? Comment sortir? Il faut construire l'homme camerounais, l'homme africain, il faut le reconstruire. Parce que comme l'a si bien fait Edmond Kamguia tout à l'heure, la colonisation, c'est la chosification. Nous sommes devenus des choses.
Et le malheur veut qu'on a confié les pouvoirs aux choses pour gouverner les hommes. Il faut donc qu'on construise d'abord ces consciences intellectuelles. Et elle est en train d'avancer. C'est pour ça que vous voyez une guerre farouche. Vous savez qu'après le sommet de la conférence du 27 août à Douala, la France a couru à Brazzaville organiser une conférence. Quand vous voyez la France courir avec Achille Mbembe, c'est parce que nous, on a dit que le sommet est inutile et qu'il faut faire... On a le temps. L'argent qu'on perd là-bas pourrait nous équiper un hôpital. Donc ça ne sert à rien. Et j'ai eu le temps d'écrire à mon aîné. Bien qu'il n'ait pas répondu, j'ai lu sa réponse l'autre jour parce qu'il a publié une autre tribune. Et si vous la lisez, je crois que je vais encore lui écrire parce qu'il est en train de suivre une marche que je crois, celle de faire un pied de nez à Macron et de lui envoyer un document. Parce que la France n'a pas besoin de l'Afrique pour savoir ce qu'il faut faire, sauf qu'elle ne le fera pas. Et c'est pour ça que je reviens pour dire aux autres qui s'inquiètent quand je dis que la violence est la règle. La violence est la seule chose que l'Occident connaît. Vous savez pourquoi la France nous piétine? Parce qu'elle est consciente qu'on ne peut pas la vaincre. Le Tchad, si les Tchadiens décident de boycotter les produits français et de faire partir les entreprises françaises, Macron va changer. Si les Africains décident, Camerounais décident là maintenant que, ok, on en a marre, si dans 24 heures, une mesure n'est pas prise pour que désormais au Cameroun, c'est les élections qui conduisent la vie, plus de produits français, total fermé et tout ça, vous allez voir Macron changer. Parce que ces gars ne comprennent que la violence. Et leurs armées dans ce pays, en Afrique, laissez-moi vous dire, monsieur Meka, je vous vois vous agiter. Leurs armées ne sont pas là pour la sécurité parce qu'elles ne peuvent pas. La France n'a jamais gagné une guerre. Je vais vous faire un petit sans être... Vous savez, la France, avec toutes ses bases, a à peu près, bon en mal, 30 000 hommes en Afrique. Avec 100 000 hommes en Afghanistan, sur 600 000 km², l'Amérique n'a pas pu en 20 ans vaincre les talibans. Avec 100 000 hommes, le matériel sophistiqué de la planète, les satellites qui surveillent, quand vous téléphonez, on vous localise en 2 minutes. Les talibans, là, ont vaincu l'Amérique. Ce n'est pas la France, avec 4 000 hommes qui ne savent pas se battre, et qui est allé faire tuer les petits Zagawa en disant qu'ils sont des guerriers, alors qu'ils n'ont jamais été des guerriers. Mais c'est parce qu'on les exploite et on peut contrôler 2 millions de kilomètres carrés. La France ne peut rien au Mali. Je suis désolé, la France est là pour menacer ceux qui veulent prendre le pouvoir en Afrique. Or, quand je dis que c'est la violence, c'est que cette violence est d'abord structurelle. Il faut que dans les discours, monsieur Meka, et c'est pour ça qu'il faut que les Africains choisissent les leaders qu'il leur faut. Ceux qui ont le courage au moins de parler d'abord. Dans le discours, ça doit changer. Il ne faut pas confondre d'ennemis et créer la confusion. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on n'aura pas de partenaire français si la France change. Non. Mais c'est à nous de appeler la France pour dire, ok, désormais nous voulons purifier l'eau de Vouri pour boire l'eau de Vouri. Parce que c'est possible, quand une ressource coule, on n'a pas besoin de creuser le sol. Mais ce n'est pas à eux de nous imposer qu'au lieu de l'eau, vous allez cultiver le cacao. Ce n'est pas ça, c'est ça qu'on refuse. Parce qu'on appelle ça la croissance de la décroissance par la pauvreté. On vous impose à déforester. Vous savez, toute l'Afrique de l'Ouest était giboyeuse et boiseuse. Toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez quels sont ceux qui ont rasé l'Afrique de l'Ouest? C'est la France. Mais dans ses discours, Emmanuel Macron estime que cette relation n'existe plus entre la France et l'Afrique francophone. Et je le sais. Les présidents français, les présidents africains sont ceux qui définissent leur propre politique je le cite, il a dit ça et qui définissent leur budget et leur stratégie économique. Non, pour le franc CFA, c'est ce qu'il a dit. Macron était un crétois, c'est ce que je vous ai dit. Quand un Français vous dit bonjour, sachez qu'il vous a dit salaud. Parce que les Français sont des crétois, c'est-à-dire ils manquent de bonne foi. Ils vous mentent, comme il a menti là. Macron soutient Mahamat Déby, c'est ce qu'il veut dire. Donc les Français sont des crétois, c'est des menteurs de bonne foi. Les Béotiens mentent de mauvaise foi, c'est-à-dire parce qu'ils sont ignorants. Il n'est pas question de dire que nous en avons contre. Nous avons contre la France gouvernante, la France de Hugues Capet, qui a décidé que l'Afrique est une propriété de ressources matérielles et un jardin. Giscard, un président français, a dit qu'ils aiment la France, l'Afrique, mais sans les Africains. C'est-à-dire leur rêve le plus élevé, c'est que nous soyons un jardin botanique où ils viennent se balader. Et il faut qu'on en ait conscience pour comprendre que lorsqu'ils vont sentir, deuxième chose que je veux dire, lorsqu'ils vont sentir que la machine s'est ébranlée, ils vont certainement entreprendre des exercices, des actions militaires. Vous savez pourquoi on a créé Boko Haram? C'était pour bloquer le Nigeria. Parce que dans son discours d'indépendance, le Nigeria avait appelé les autres États africains qui étaient sous domination française de commencer à se préparer
pour doter l'Afrique d'armes, y compris d'armes nucléaires. Et ça, De Gaulle ne le lui avait jamais pardonné. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre au Biafra. Alors, c'est pour ça qu'il y a Boko Haram. Un dernier mot, Edmond Kambia, sur ce débat. Oui, je pense qu'il faudrait que dans le sommet qui arrive, pour lequel Hachim Bembe a été sollicité par Emmanuel Macron, s'il fallait faire passer un message, c'est ce que l'Afrique attend de la France. Je ne vais peut-être pas être exhaustif, mais il y a des éléments essentiels que je peux soulever et indiquer, comme par exemple la nécessité d'un partenariat bilatéral gagnant-gagnant entre la France et chaque pays africain sur le plan bilatéral. C'est-à-dire un partenariat économique et commercial gagnant-gagnant. Il y a sur le plan politique la nécessité... sur le plan politique, je vais parler de la nécessité d'accompagner les Africains ou d'encourager les populations africaines, la société civile, à faire en sorte qu'il y ait des constitutions consensuelles démocratiques, des constitutions où les mandats présidentiels sont limités et que les constitutions ne soient plus considérées comme des chiffons. Alors ça, t'es compris. Et je n'ai pas terminé. Il y a également la nécessité d'avoir des systèmes électoraux consensuels, transparents et démocratiques. Alors après, vous, Guy Laurent Kwame, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on sorte de cette intervention de la communauté internationale dans les affaires intérieures des pays africains francophones? Je propose qu'on commence à s'organiser pour qu'il y ait une osmose entre les gouvernements et les gouvernés, qu'on s'émancipe et qu'on rentre de manière très forte dans les processus de production pour reprendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'une population, pour qu'elle soit heureuse, on doit gérer sa nourriture, son eau, c'est les besoins de base, son eau, l'énergie, etc. On doit pouvoir s'organiser entre nous pour reprendre en main ces différentes clés de développement et de pouvoir sortir de l'esclavage dans lequel on nous amène discuter avec la France. On doit pouvoir, nous, s'émanciper en faisant confiance à la jeunesse qui est assez innovante et qui est assez inventive, non pas en protégeant la production des Français, comme je l'ai vu tout à l'heure. On a eu un débat il y a quelques jours où on demandait absolument d'empêcher les jeunes de faire des productions, des produits de, comment on appelle ça, comment on va dire ça, disons, de reproduire les produits qu'il y a ailleurs. Je dis non, il faut protéger l'invention, l'inventivité des Africains et l'État doit pouvoir mettre une stratégie pour qu'on puisse nous-mêmes être dans la production. C'est ça qui rend une monnaie forte et c'est ça qui rend un pays fort. Après vous, André Luther Meka, qu'est-ce que vous proposez Non, c'est une affaire simple. Favoriser cette émancipation de la jeunesse africaine et un affranchissement de ces relations néocoloniales. J'ai lu Kouma, c'est la décolonisation économique. Le franc CFA, notamment, et le partenariat gagnant-gagnant. Et évidemment, la décolonisation culturelle. Parce qu'il faudrait qu'on arrive au niveau, n'est-ce pas, des langues. Il faudrait qu'on arrive au niveau des pratiques culturelles qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir... Est-ce que le RDPC écrive ça alors? Être nous-mêmes. Donc je crois qu'il y a peut-être un débat dessous. Parce que le débat où je suis à choper avec Dr Soro, c'est sur les responsabilités des uns et des autres. Voilà ce que moi je propose. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kambia et André Luther Meka, d'avoir participé à ce débat. Je vous dis également merci, messieurs, Serge Sorin, Maître Lavoisier de Sapi et Guy Laurent Kwame d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Droit de réponse. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary